Très bien. Donc, on en était où? Alors, de quoi est-ce qu'on parlait ce matin? On savait plus, on n'est plus qui on est, on ne sait plus où On on en en est. était au vélo. On était au vélo. Exactement. Et puis, lire un livre. Et puis, j'ai beaucoup pensé à ça. T'as beaucoup pensé à ça et qu'est-ce que ça t'a inspiré alors? Alors, moi, quand je lis un livre, j'entre dans une histoire ou j'entre dans un enseignement. Et puis, Oui. ça provoque toutes sortes d'émotions. En fait, tous les agrégats sont en fonction, il me semble. Parce Oui. que je sens, quand on me raconte qu'il y a des fleurs qui sentent bon, je me fâche suivant comment ils se comportent. C'est Mm. toute une vie, lire un livre. Oui, tout à fait. Et puis Exactement. un enseignement, c'est un enseignement, quoi. Ça apporte beaucoup. Ça Oui, interroge, ça répond. tout à fait. Exactement. Ça veut dire que on ne peut pas nier qu'il y ait des apparences, parce qu'on a des réactions vis-à-vis de ces apparences, elles engendrent plaisir, douleur, etc. Donc, leur existence est indéniable, ouais, c'est observé par une cognition valide. Ouais. Oui. Donc, en effet, ouais. On Donc, rit, on pleure, tout se on rit, on passe. pleure. Exactement. Ouais. Donc, on ne peut pas nier qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Donc, ça, c'est ça qui est primordial. Donc, en effet, on ne peut pas nier qu'il y a un vélo. On ne peut pas nier qu'il y a un cycliste. Ouais. Après, c'est si on cherche, ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, c'est pourquoi on essaie de voir l'assemblage. Est-ce que le vélo serait l'assemblage? Et finalement, le plus difficile peut-être, est-ce que le vélo est la configuration spéciale de l'ensemble des pièces? Donc, on va essayer de voir si le vélo était l'assemblage, on pourrait avoir toutes les pièces du vélo éparses comme ça. Est-ce que ce serait un vélo? Ça pose question. Ouais, donc, une pièce n'est pas un vélo, une deuxième pièce n'est pas un vélo, une troisième pièce n'est pas un vélo. Et donc, quand le vélo commence-t-il à exister? C'est tout à fait la question. Ouais. Ouais, comme l'exemple des 10 pommes. Si une pomme n'est pas une orange, si une deuxième pomme n'en est pas une, etc., l'ensemble des 10 pommes ne sera jamais une orange non plus. Ouais, donc c'est ça qu'il faut essayer de garder à l'esprit, essayer de vous poser la question, est-ce que les pièces d'un vélo, est-ce que les parties sont le tout? Non, jamais. Jamais les parties ne sont le tout. Sinon, vous pourriez dire que vous voyez par terre, éparses toutes ces pièces ensemble, ces pièces, même ensemble, même en tas comme ça, en tas désordonné, ce serait un vélo. Or, non, on ne peut pas dire que ce soit un vélo. Il n'y a pas la fonction du vélo, il y a pas tout ça. OK. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les pièces comme ça en désordre. Mais on pourrait se dire que si vous mettez les pièces en ordre, est-ce que c'est là qu'on a un vélo? On les Oui. met dans le bon ordre. Oui. On aurait un vélo dès que les pièces sont en ordre. Ça veut dire que si on a une pomme là à gauche, une pomme à droite, une pomme au milieu, etc., on n'a pas d'orange. Si on a l'ensemble des pommes, on aurait une orange. Ben non, parce que les pommes, ça ne donnera jamais une orange. Tandis que si on assemble les roues de vélo, un guidon, une selle, Ah, ça finit. C'est pas la même, c'est pas les mêmes entités. voilà, exactement. Ça veut dire que les entités étaient éparses, elles étaient séparées, etc. Aucune des pièces n'était le vélo. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand on assemble les pièces, la forme des pièces ne change pas? Une roue reste ronde, un Oui, pédalier reste un pédalier, qu'il soit séparé du reste ou assemblé au reste un pédalier. Donc oui. pourquoi, quand les pièces sont éparses, on n'a pas de vélo, et pourquoi, quand elles sont assemblées, on aurait un vélo soudainement? Alors que les pièces, elles ne changent pas d'un iota vis-à-vis de leur forme. Parce que le vélo est fonctionnel, c'est-à-dire que les pièces ne sont pas fonctionnelles. Une roue de vélo, comme ça, ne peut pas rouler. Le vélo est de notre esprit. Ouais, ça recommence. Oui, allez-y, allez-y. Analysez, réfléchissez. Oui, parce que le vélo est dans notre esprit. Parce que le vélo est dans notre esprit. Donc, ça veut dire que tu conduis un vélo, Ça veut dire que c'est le concept de vélo qui est dans l'esprit. On ne peut pas le trouver en vrai. on peut pas le trouver. Tu pédales dans ton cerveau. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce qu'a dit Camille. OK, très bien. Donc, par exemple, par exemple, on demande à Pierrot de nous prêter un vélo. J'y tiens, hein.
Ok, Pierrot me prête un vélo. Au bout d'un mois, alors il me le prête pendant un certain temps. Au bout d'un mois, je remplace une roue par une autre. Ouais. Ok. Au bout de 2 mois, je vais remplacer la selle parce qu'elle aura été un peu usée. Ok. 3 mois après, je vais à nouveau changer une roue parce que je roule beaucoup, je fais les courses pour ma mère, tout ça, je fais beaucoup de routes. Ok. 6 mois après, je vais être obligé de changer le pédalier parce qu'il aura été foutu. Très bien. Et au bout d'un moment, on a... Pardon, je suis allé trop loin. Ok. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, j'ai remplacé toutes les pièces. D'accord? Est-ce que Pierrot peut venir toquer à ma porte en disant est-ce que tu peux me rendre mon vélo ou pas? Non, Un monde conventionnel c'est pas ma question. Est-ce qu'il peut ou pas? Ce n'est pas la question. Là, est-ce que au bout d'un mois, au bout d'un an, 1 an et demi, Pierrot m'a prêté son vélo, j'ai remplacé la première roue, ensuite la deuxième roue, ensuite le pédalier, ensuite le cadre, ensuite le guidon, ensuite la selle, et le vélo qui est dans le garage, est-ce que Pierrot est en droit de me réclamer le vélo qu'il m'a prêté ou pas? Est-ce qu'il existe toujours ou pas? Est-ce que c'est toujours son vélo? J'ai changé le cadre aussi. pas le même vélo. Ah non, parce que c'est c'est marrant parce que... Vas-y. Ah bon, ok. Non, non, mais vas-y. C'est la continuation de son vélo. T'es d'accord, Pierrot? C'est là. C'est une évolution. Ouais. C'est une évolution. Ça veut dire que est-ce que c'est le même vélo ou pas? Fonctionne comme un vélo, mais ce n'est pas le vélo que Pierre prêtait il y a Ah, donc je suis en droit de dire, bah non, ce n'est pas le vélo que tu m'as prêté il y a 1 an et demi. Et alors, qu'est-ce qu'il va répondre? plus aller seul. Oui, comment- Quel vélo il est? Il faudrait prévenir, c'est bon. Par contre, là, apparemment, c'est déjà le lendemain, le médecin, c'est Exactement. Exactement. Le lendemain, c'est déjà plus le même vélo. une heure après. Une seconde après. Donc, Tu vois, même. c'est pour ça que Pierrot ne prêtera jamais son vélo. Ah là là. Ouais, c'est intéressant, non? C'est intéressant. Oui, de toute façon, il est ouvert d'esprit. En plus, il aurait un vélo tout neuf. Un vélo tout neuf, les pièces sont toutes neuves, etc., etc. Mais c'est plus les mêmes pièces, parce que c'est plus le même Pierre non plus, et c'est même plus le même moi. Exactement. C'est plus la même personne, on a changé. Et donc, s'il y avait une altérité inhérente entre telle personne, tel jour, tel autre, la même personne un autre jour, ce serait deux continuums différents. Mais donc, ce ne serait même pas à moi que tu l'aurais prêté. Or, c'est à moi que tu l'as prêté. Pourquoi? Parce que tu l'as prêté à une instance précédente de mon continuum. Et c'est ton vélo. Ça reste ton vélo, non? Parce qu'il est désigné en dépendance du continuum des pièces, même si ce n'est pas l'assemblage, la configuration spéciale des pièces. Le vélo n'est pas cela. Oui, parce que les pièces distinctes ne sont pas le vélo. Pourquoi assembler, elles seraient le vélo? Ouais. Donc, elles ne sont pas le vélo. Les parties ne sont jamais le tout. Si on cherche le vélo et qu'on le cherche dans sa base d'imputation, on ne le trouvera jamais. On ne le trouvera jamais. Alors, il y a bien un vélo là, conventionnellement, mais il n'est pas que dans notre esprit. Parce que si on disait qu'il n'est que dans notre esprit, si on arrête de penser au vélo, il cesse d'exister. Or, le vélo est toujours dans le garage, même quand on arrête d'y penser. La personne est toujours un cycliste, même quand on n'est pas en train de pédaler. Nécessairement. Il y a quelque chose. Oui, c'est l'esprit qui a un peu de souci. Voilà, exact, c'est ça. Oui, exactement. Il y a quelque chose matériel après. Exactement. Sinon, on dirait ceci est un vélo. Tiens, je te rends ton vélo.
Ça ne le ferait pas. Il faut qu'il y ait une base d'imputation, nécessairement. Ouais, donc ça, c'est très important. Très important, il faut qu'il y ait une base d'imputation et le phénomène imputé. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Et que le phénomène imputé corresponde à la base d'imputation. S'il n'y a pas quelque chose qui relève de l'ordre d'une imputation conceptuelle, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne pédale pas aujourd'hui, cette personne reste cycliste parce qu'en général, cette personne utilise un vélo. Cette personne reste un cycliste, même quand elle est dans son lit, même quand elle est sous la douche. Ouais. Madonna, elle reste une chanteuse, même quand elle fait ses courses. Pourquoi? Parce que, j'arrive. Pourquoi? Parce que chez, chez les autres antiquaires, comme on a dit, la caractéristique et le caractérisé sont englués, ont une relation inhérente. Ouais. Mais ça voudrait dire que c'est la conséquence que les places antiquaires adressent aux autres antiquaires. S'ils disent que le caractérisé et la caractéristique sont englués de manière inhérente, dès l'instant où il n'y a plus la caractéristique spéciale, c'est-à-dire la personne ne pédale pas, elle cesserait d'être cycliste. C'est la conséquence que les places antiquaires leur adressent. Les places antiquaires disent la caractéristique et le caractérisé ont une relation conventionnelle, ont une relation, mais pas inhérente. Donc, ça veut dire que la personne continue d'être cycliste même quand elle ne pédale pas. Dans le garage, il y a la base d'imputation. Il y a le vélo. Il y a la base d'imputation. Mais est-ce que le phénomène n'est pas justement dans notre esprit, il est imputé et que c'est notre esprit qui impute? C'est-à-dire que la base, elle est là. D'accord, la base d'imputation, toutes les pièces. C'est pas un vélo qui est dans ton garage? Et ça pourrait être un Si on parle Klingon, il y a un on rat, peut- oui, rat ou bicycle, etc., etc. Non, mais ça reste un vélo conventionnellement, même en Allemagne, même si tu es Mais en est-ce que Allemagne, ton ça- vélo reste un vélo, le non? phénomène, il est aussi dans le garage. Ah Il oui, n'y a pas que la base nécessairement. d'imputation qu'on peut trouver. Nécessairement. C'est que de l'imputation. Nécessairement. Le, Le phénomène. le phénomène imputé et la base d'imputation sont une même entité. Et ils peuvent être séparés d'une certaine manière, parce que être une même entité pour les patients Gika, c'est pas une même entité inhérente. C'est-à-dire qu'en général, ils sont une même entité. Mais comme on a dit hier, on a dit que le phénomène imputé peut exister avant la base d'imputation, ou pendant la base d'imputation, ou après la base d'imputation. C'est-à-dire qu'ils sont une même entité en général, mais ça ne veut pas dire que si on ne le désigne plus vélo, c'est plus un vélo. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Et tu vois, ce que Ça ce que veut, je ça comprends veut dire pas, que imagine, tu te lèves le matin, tu as la tête dans le sac, tu as mal dormi, etc. Tu n'as pas l'esprit très lucide, etc. Tu sais plus comment s'appelle ce truc. voilà, C'est quand même un vélo qui apparaît à tes yeux. la base Ça d'imputation. reste un vélo. C'est la base d'imputation, ça. C'est un vélo. Mais j'impute dessus le vélo. Oui, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que si tu cherches vraiment ce qu'est ce truc-là, si tu cherches vraiment le vélo, tu ne le trouveras jamais dans ces parties. Donc, ça veut dire que la base d'imputation est le truc en dépendance duquel on impute vélo, mais ça ne veut pas dire que le vélo ne t'apparaisse pas. Un vélo t'apparaît. Un vélo apparaît à ta conscience visuelle. Quand on dit un vélo est une simple imputation conceptuelle, ça ne veut pas dire que ce n'est que le simple mot. Ouais. Ça ne veut pas dire ça. Comme dit Aliana Gardina, si le feu était le mot feu, on se brûlait la bouche en disant feu. Donc le feu n'est pas que le simple mot feu. Le feu est le phénomène imputé en dépendance d'une base d'imputation. C'est le packaging. Un vélo, même quand on ne sait pas comment s'appelle un vélo, Ni en science, mais c'est même pas ce que c'est. c'est un enfant qui arrive, qui n'a jamais vu un vélo, il ne sait même pas comment ça s'appelle, un vélo lui apparaît malgré tout, même s'il ne le désigne pas comme vélo. Oui, mais comme disait Lucia tout à l'heure, même si on ne sait pas ce qu'est un phénomène, ça ne l'empêche pas d'être tel. Par exemple, tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas que cette personne est médecin, cette personne reste médecin même si tu ne sais pas que c'est un médecin. Même si tu ne trouves pas son nom, Et même si tu ne connais pas son nom. même si tu es apathie. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que quand on dit un phénomène n'existe qu'au travers d'une simple imputation conceptuelle, ça ne veut pas dire qu'il apparaît soudainement quand on pense à lui, quand on dit vélo. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est impossible de le trouver dans sa base d'imputation. Comme on ne peut pas le trouver dans sa base d'imputation et qu'il existe, il existe au travers d'une simple imputation faite en dépendance de cette base d'imputation. C'est ça que ça veut dire. C'est qui impute tout ça? C'est une convention mondaine. Donc, si tu enlèves la convention mondaine,
Si tu enlèves la convention mondiale, tu enlèves nécessairement une condition sine qua non à l'existence du vélo. Du Mais pas, phénomène. oui, du phénomène lui-même. Il reste toute la base d'imputation. Oui, exactement. Mais c'est même plus une base d'imputation, parce que comment veux-tu avoir une base d'imputation sans phénomène d'imputation? C'est lié. C'est lié. C'est très important, exactement. Par exemple, vous vous baladez dans la nature. Vous marchez dans un paysage magnifique, etc. Et par terre, vous voyez de magnifiques pierres blanches. Ouais. Ok, très bien. Non, vous vous dites, c'est juste des pierres. C'est juste de la déco. Ouais. Et ensuite, vous continuez à marcher, vous marchez, vous marchez. Qu'est-ce que vous voyez? Une ruine. Et maintenant, qu'est-ce que vous vous dites quand vous revoyez ces pierres? Que ce sont, exactement, que ce sont les parties d'une vieille maison qui existait à l'époque, comme on voit dans la nature, hein. On voit des anciens murs, etc. Et que si tu vois juste le caillou comme ça tout seul, tu penses que c'est un rocher, une pierre qui est là, qui est juste là. Mais quand tu vois là, le phénomène imputé ou le tout, quand tu as à l'esprit le tout, tu as nécessairement à l'esprit la partie du tout. Ouais, ça c'est très important. Par exemple, alors, elles restent les parties du tout, mais elles ne sont pas comprises comme étant les parties d'un tout parce que tu n'as pas encore le tout à l'esprit. Ouais, si par exemple on se balade dans la nature et qu'on voit quelqu'un qui ramasse du bois par terre, ouais, cette personne pourrait très bien chercher à construire, comme dans Survivor, etc., construire un banc en bois, construire, etc., etc. Mais maintenant, si vous savez que cette personne est sur le point de faire du feu, qu'est-ce qu'elle ramasse en réalité? Est-ce que c'est du bois ou est-ce que c'est du combustible? C'est du combustible qu'elle ramasse. Ce n'est pas du combustible tant qu'on n'a pas à l'esprit l'idée de faire un feu. Ça reste du bois. Donc, ça veut dire que c'est l'entité même de combustible est en dépendance de la finalité. À quoi ça va servir? Quel est, pas le tout, parce que c'est pas le tout, ce sera l'effet. Mais quel est l'effet qu'on va obtenir grâce à ça? Si l'effet c'est du feu, c'est du combustible. Si l'effet c'est un banc en bois, ça reste du bois. Ça reste des parties d'un tout. On ramasse les parties d'un tout. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ok. Très bien. Ouais, ça vous parle? Donc, ça veut dire que quand on dit qu'un phénomène est une simple imputation conceptuelle, ça ne veut pas dire que le phénomène ne soit que le concept lui-même. Ouais, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que il y a que deux possibilités. Soit le phénomène existe dans sa base d'imputation, soit elle existe mais pas dans sa base d'imputation. Il n'y a pas que deux, il y a que ces deux options. Il n'y a pas trois possibilités. Ouais. S'il existe, mais qu'il n'existe pas dans sa base d'imputation, il existe au travers d'une simple imputation conceptuelle, faite en dépendance de cette base d'imputation. Ouais, ça c'est très important. Et on a dit justement que les deux pouvaient pas nécessairement coexister pour les placements handicap. Par exemple, on a dit ce matin, le pot qui accomplit l'action de survenir, ouais, le pot en terre qui survient, ouais, c'est ce qui survient, donc c'est ce qui est associé à cette action de survenir. Ouais. Mais au moment où il survient, il n'est pas encore survenu. Donc les sauts quantiques ne peuvent pas expliquer ça. Ils vont dire, bah si, l'agent et l'acte doivent coexister. Donc si le pot accomplit l'acte de survenir, il doit nécessairement exister avant même d'être produit. S'il accomplit l'acte de se survenir, il est nécessairement là déjà. Mais il n'est pas encore là parce qu'il n'est pas terminé, il n'est même pas encore produit. Donc les placements Anglicans vont dire, oui, le pot accomplit l'acte de survenir même s'il n'existe pas encore. C'est pas grave, son action existe avant l'agent. C'est pas grave, matériellement. Tant que l'action est désignée en dépendance du futur agent, tout va bien. Oui, oui, elle existe de toute façon. Non, là, c'est vraiment comment est-ce que le phénomène survient. Comment est-ce que le phénomène survient et, par exemple, le potier est en train de construire une tasse. Ok, si on me dit qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, il dit une tasse. Mais où est la tasse? Je suis en train de fabriquer une tasse. Mais où est la tasse que vous êtes en train de fabriquer? Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Si? Qui dit oui, qui dit non? Elle n'est pas là.
On anticipe. On dit, je suis en train de produire les causes d'une future tasse. Quand on dit, je fabrique une tasse. Ouais, ça vous parle? Magnifique. Oh là là, c'est super. C'est super. Très bien. Ok, donc quand on parle de la désignation dépendante, c'est le niveau le plus subtil d'existence dépendante. Ouais, ça s'applique à tous les phénomènes. Qu'on parle de phénomènes produits et phénomènes permanents, tout ce qui existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Ouais, ok. La difficulté, c'est de dire quelle est la relation entre la base d'imputation et le phénomène imputé. Est-ce que moi, je peux dire que ça, c'est un animal? Non, parce que ça ne marche pas, ça ne mange pas, etc., etc. Bon, il y a des animaux qui ne marchent pas. Mais ça ne mange pas, ce n'est pas vivant, ce n'est pas conscient. Et donc, c'est là où la difficulté advient, parce que les Swatantrika disent aux Prasangika, disent, ah, regardez, parce que vous êtes obligé d'appeler ça une tasse et pas un animal, c'est qu'il y a une relation inhérente entre le phénomène imputé et sa base d'imputation. Ah, Ah, puisque ça, on ne peut pas l'appeler un animal, on ne peut pas l'appeler oiseau, etc. Il faut bien qu'il y ait une relation naturelle de son propre côté entre le phénomène imputé et sa base d'imputation. pas conditionné par cette fonction que la fonction est souvent. Donc, on peut dire Oui, mais on sait tous que la désignation animale, ça veut dire un être conscient. Qu'on le dise en allemand, en français, en italien, etc., ça reste un être conscient. Or, une tasse n'est pas un être conscient. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'appeler être conscient, quelle que soit la langue. On ne peut pas l'appeler être conscient parce que la base d'imputation ne correspond pas au phénomène imputé être conscient. Donc, les Swatantrika disent, ça veut dire qu'il y a une relation inhérente entre les deux. Ah, mais ça, c'est à vous deux. il n'y a pas de relation inhérente. Pas de relation inhérente, ça veut dire que c'est modulable. Ça veut dire que c'est modulable, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une tasse et demain, ça peut être un animal. Non, ça ne dépend pas dans l'absolu. Il y a d'autres tasses, après il y a une tasse, une tasse, une tasse, une tasse, une tasse non plus. Une fois la même tasse. Même dans la cuisine, sur une deux fois exactement identique, effectivement, la même tasse. Ça reste une tasse. Oui, ça la même tasse. Ah non, non, mais ça reste une tasse. C'est pas un animal. Ah non, C'est quoi la question? C'est pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas un être conscient? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de développer de la compassion pour une tasse? Mais il n'y a pas de conscience, donc c'est pas un être conscient. S'il n'y a pas de conscience, on ne peut pas l'appeler un être conscient. Donc ça veut dire que ce qui a une conscience, c'est la base d'imputation. Être conscient, c'est le phénomène imputé. Il doit y avoir une relation inhérente entre les deux. Ok. Ah, il y a une relation inhérente. pourquoi une erreur? Relation. Ah, mais ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais les Swatantrika, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, oui, mais puisque la tasse n'est pas de la conscience et n'a pas de conscience, on ne peut pas l'appeler être conscient. Et donc, ça veut dire on ne peut appeler un être conscient que ce qui possède une conscience. Donc, la relation entre la base d'imputation et le phénomène imputé est inhérente. Ouais, c'est ça. Pas d'implication. Parce qu'on ne peut pas appeler tout et n'importe quoi. Mais la tête, on peut la changer pour qu'elle ne deviendra pas un être conscient. D'accord? Ah, oui. Elle peut devenir un vélo ou une tasse. Elle peut devenir un vase ou une tasse. Oui, mais un être conscient peut devenir un animal, un être humain, un Bouddha. La nourriture. Exactement. Donc, bien sûr, c'est conditionné quelque part par la fonction d'un être conscient et qui pourra se moduler en fonction de la conscience. Il y a un être conscient, enfin une chose de conscience. Différemment, c'est pas notre gravé dans le nord, c'est pas inhérent. Pourquoi? Parce que justement, ça peut changer, la fonction peut changer. Oui, mais un être conscient aussi. Un être conscient peut très bien être un jour journaliste, un jour cycliste, Ça pourrait avec son propre côté.
Et ça ne pourra jamais devenir une tasse. Ça ne pourra jamais devenir un être. Exactement, c'est pourquoi les Swatantrika disent on ne pourra jamais appeler une tasse un être conscient, puisqu'il y a une relation inhérente entre être conscient et ce qui possède une conscience. Alors, s'il y a une relation inhérente, Parce que même si ça ne peut pas devenir un être conscient, donc, on a changé de club, vous avez rendu votre carte de club Prasangika, alors c'est entré dans le club Swatantrika. si c'était vraiment inhérent, du coup, ce serait toujours, ça pourrait être qu'une tasse, ça ne servira à rien d'autre qu'une tasse, c'est toujours désigné comme une tasse. Or, Oui, ça pourrait être exactement. désigné comme un vase, Si on met des crayons dedans, si on met des crayons dedans, ça va être une tasse qui sert de porte-crayon. Par rapport à l'animal. Il pose la question par rapport à l'animal. Et ça, ce sera jamais possible. Mais du coup, Jamais. Intrinsèquement mais- impossible. intrinsèquement, Oui, alors un animal est une chose dans la philosophie. Ouais, c'est une chose parce que c'est impermanent, mais pas une chose matérielle. En effet, un animal n'est pas une chose matérielle. Ouais. Ok, une question. oui, oui, Ouais, et on a mélange, oui. Est-ce qu'elle deviendra un animal? Elle deviendra des particules qui font partie du corps de l'animal. Est-ce que l'animal est son corps? L'arbre n'est pas un être conscient. Annick n'est pas là? Ok. Attention à l'éloignement. Oui, exactement. Un arbre n'est pas un être conscient. C'est du vivant. Mais on pourrait se poser la question. Oui, un arbre est vivant, mais une table n'est pas vivante. Oui, donc le vivant peut devenir du non-vivant. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, inhérente, ça veut dire qu'on ne peut pas aller contre. Ça veut dire que vous pouvez décider au cours d'une assemblée générale qu'on désigne cette tasse comme étant un être conscient. Ça ne fera pas en sorte qu'elle devienne un être conscient. Inhérent, c'est un Inhérent, ça veut dire que intrinsèquement, ce n'est pas un être conscient, de son propre côté, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Donc, les soi tantrika, c'est leur argument. Parce que spontanément, on n'est pas prasangika. Spontanément, on est plutôt soi tantrika. On est plutôt, et encore, quand on a du bol. Quand la Tsongkhapa avait demandé à Arya Manjushri, alors, est-ce que ma vue est soi tantrika ou prasangika? Il a dit aucune des deux. Va en retraite et faire des prosternations et des mandalas. Donc, on est soi tantrika si on a de la chance. Ouais, ça veut dire que si on cherche vraiment les choses, pour nous, l'ensemble des caractéristiques, c'est la tasse. Par exemple, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord? Si on était vraiment de manière spontanée, sans philosophie, etc., pour dire que l'ensemble des parties, c'est le tout. L'ensemble des parties de la tasse, c'est la tasse. OK, est-ce que vous voyez une tasse ou pas? OK, donc ça veut dire que vous voyez l'ensemble des parties. Oui. Vous voyez vous voyez l'ensemble des parties puisque vous voyez le tout. Vous- Si on dit que la tasse, c'est l'ensemble de ses parties, si on dit qu'on voit une tasse, ça veut dire qu'on voit l'ensemble des parties. Vous voyez l'anse? Il y en a qui voient l'anse. Est-ce que vous voyez l'arrière? Est-ce que vous voyez le côté arrière de la tasse? Non, vous ne voyez pas le dessous de la tasse. Or, si on dit qu'on voit une tasse et que la tasse est l'ensemble des parties, ça veut dire qu'on voit l'ensemble des parties. Or, on ne voit pas l'ensemble. C'est vous qui venez juste de le dire. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis, mais vous l'avez dit, c'est enregistré. L'ensemble de ces parties. L'ensemble de ces parties. Parce que c'est un ensemble. Tout à l'heure, on a dit les parties qui sont multiples et un tout, c'est contradictoire. Mais un ensemble, c'est bien un. Et on a une tasse qui est une. Donc si on dit qu'on voit l'ensemble des parties, quand on voit une tasse, ça veut dire qu'on voit nécessairement toutes les parties. Non, il ne voit jamais. On ne voit pas toutes les particules, on ne voit pas tout ça. Justement, on ne voit rien du tout. Donc c'est là Oui, où on essaie de voir, mais comment est-ce que nous, spontanément, on voit les choses quand on pose la question aux gens. Et moi, je me souviens même quand
J'étais en train de, bon, je suis toujours en train d'étudier, mais à l'époque, quand je commençais à voir ces choses-là, pour moi, l'ensemble des parties de l'arbre, c'était l'arbre. Et si on dit ça, ça veut dire que quand on voit un arbre, on voit toutes les parties, parce qu'on voit l'ensemble des parties. Donc, ça veut dire que l'arbre n'est pas l'ensemble de ses parties. Ça veut dire que la tasse n'est pas l'ensemble de ses parties. Phénomène imputé, Là, on commence à aller à l'encontre de notre saisie. Là, on commence à aller à l'encontre de notre saisie. Notre saisie, spontanément, pense que l'ensemble des parties, c'est le tout. Or, pour les Prasangika, c'est la base d'imputation du tout. C'est même pas le tout. C'est ce en dépendance de quoi on désigne la tasse. C'est pas la tasse elle-même. C'est très différent. Mais ça, il faut vraiment aller à l'encontre de notre saisie. Il faut essayer de voir, mais comment est-ce qu'on comprend une tasse? Comment est-ce qu'on comprend un arbre? Comment est-ce qu'on comprend ceci et cela? Et de vérifier. De vérifier qu'est-ce qu'on voit en réalité. Et les Swatantrika, déjà, sont très très forts par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils réfutent l'existence véritable. Les Swatantrika, rien que ça. Rien que eux sont capables de dire que la tasse est fausse, elle n'a pas d'existence véritable. Pourquoi? Parce que le tout donne l'impression d'être l'ensemble de ses parties. Le tout donne l'impression d'être la même chose que les parties, mais il ne l'est pas. Et donc, s'il donne l'impression de quelque chose mais ne l'est pas, ça n'a pas d'existence véritable. Oui, exactement. Si on dit qu'on voit que le tout est la même chose que toutes les parties assemblées, si on voit le tout, on voit l'ensemble des parties assemblées. Oui, mais là, on dit bien qu'on voit une tasse. Ouais, Est-ce que vous êtes capable de dire que vous voyez une tasse? on voit le phénomène complet. Vous voyez une Sauf tasse si- ou pas? Je vous la remontre hein, bien comme il faut. Hein, bien. Est-ce que vous voyez une tasse ou pas? Pas forcément ça. Mais pas l'ensemble de ses parties. Donc, ça veut dire que la tasse donne une apparence qui n'est pas la même chose que sa réalité. Elle donne l'impression d'être la même chose exactement que ses parties. Or, elle n'est pas la même chose. Donc, s'il y a une distorsion entre l'apparence et la réalité, ça n'a pas d'existence véritable. Ce qui est... Non, même quand tu ne sais pas ce que c'est une tasse apparaît à ta conscience visuelle. Mais je vais pas la nommer comme une tasse. Ah, c'est pas grave, même si on ne la nomme pas comme tasse, c'est quand même une tasse. Ah, ça reste une tasse. Inhérente en plus. Quand vous faites dire que la tasse n'a pas d'existence véritable, ce n'est pas la même chose que de dire qu'elle n'a pas d'existence véritable. Exactement. C'est différent. C'est pas syndicat qui vont dire la tasse n'a pas d'existence inhérente. Oui, Mais les soit dans ces cas. Exactement. Oui. C'est pas la même chose, véritable et inhérent. C'est pas la même chose pour le soit dans ces cas. Pour les personnes gigas, c'est pareil. Merci, Carrier. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Pour les prasangika, en soi, par nature, de manière intrinsèque, de son propre côté, de manière véritable, de manière absolue, indépendante, autosuffisante, etc. Tout ça, c'est kiff-kiff, c'est... Oui. C'est inhérent, c'est pas comme des élèves, c'est inhérent, c'est vraiment- Pour les prasangika, ça n'a ni d'existence inhérente, ni ultimement, ni conventionnellement. C'est une existence inhérente. Conventionnellement. Une existence inhérente ultimement, ça reviendrait à parler d'existence véritable. Ouais, là, on en est où? Ah ouais, Qu'est-ce qu'on entend de... C'est-à-dire qu'on n'a pas une licence véritable de l'animal. oui, exactement, spontanément. On y croit. Et on y croit, on y croit. c'est pas la même. C'est pas fait de les redire. Ah, bah, d'après ce que je comprends, c'est donc, si on ne croit qu'à ça, c'est une façon inhérente, que l'animal, même pas une conscience, il existe aussi de façon inhérente. On a l'impression qu'il existe. Voilà, comme Ouais, exactement. Ça, c'est notre saisie la plus fondamentale. Et ouais, non, exactement, pas de manière inhérente. Ouais. Ouais.
Pas de manière inhérente. C'est difficile. C'est difficile parce que, il faut se familiariser avec ce vocabulaire, il faut essayer de voir à quoi ça correspond, il faut vérifier d'après notre expérience. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une expérience, c'est notre laboratoire, quoi. Voir comment est-ce qu'on appréhende le truc. Ouais, L'existence inhérente, on ne croit pas. si, Est-ce qu'ils font référence au même, à la même ils acceptent l'existence inhérente. que les prasangika, quoi, en existence inhérente? C'est tout le contraire. Les Swatantrika acceptent l'existence inhérente que les Prasangika réfutent. L'existence inhérente Oui. conventionnelle. Mais est-ce qu'ils parlent de la même chose? Maintenant, C'est de la même chose. Oui, comment ça, c'est la même définition? une existence par ses propres caractéristiques. Oui, mais conventionnellement, Ah oui, mais c'est pas la même chose que ultimement. Par parce que contre, ouais. l'existence inhérente, ultimement, ça reviendrait à parler d'existence véritable pour les Swatantrika. Ouais. Ouais. Il faut essayer de voir ça, il faut essayer de voir si ça vous intéresse, on pourrait voir un texte, si ça vous intéresse. On pourrait On pas va lire. avoir un texte qui explique très bien ça. Oh, je pense que ça devrait le faire là. Ça va le faire. Voilà. Pas 6 heures, 16 heures, 16 heures, non. Ouais, c'est 15h45. 15h45. Comme ça, parfois, on peut préparer. Ouais. 15h45, ça va le faire. Ça va le faire. Ok, donc est-ce que ça vaut la peine là? Autrement, ça peut être à la base par rapport au week-end. D'autres choses, ouais. Un week-end entier où on peut poser des questions à Jim. Toutes les questions qu'on n'a jamais osé poser à Jim. Méfiez-vous des réponses. Ouais. Mais comme ça, on pourrait prendre la base de texte là. Je pense qu'on Oui. va passer le temps. On peut essayer de le voir, on peut essayer de voir parce qu'il n'est pas très long. Il n'est pas très long, il y a juste 2 questions qui sont posées. Alors après, c'est pas très long, mais c'est assez dense. Donc on va essayer de voir ça si ça vous dit. Cette distinction-là, même si ça dépasse largement découverte du bouddhisme, mais comme vous le savez, vous avez déjà fait plusieurs, c'est pour ça que c'est pas inapproprié. Tiens, ça va? Hein? Ça va? Ça va nous résoudre la question. Ah oui, oui. Ah, c'est de l'animal, là. Euh, oui, Ah, ça devrait. C'est depuis le temps. C'est, en fait, c'est si tu retrouves dans les textes classiques, Rinpoche Gyen de Tsongkhar Rinpoche, le Dose of Emptiness de Gelug Rinpoche, tu retrouves ça. Mais là, c'est dit d'une manière tellement claire de Craig Preston dans How to Read Classical Tibetan. Deuxième sur les écoles philosophiques. Et il y a un truc spécial, vraiment très très bien. Il pose 2 questions. Il pose 2 questions importantes. Il parle de la perception directe et il parle de la cognition valide. Ok. Très bien. Impeccable. Je fais exprès de cacher. Sinon, vous allez lire, vous allez tout écouter. Très bien. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut, quelle est la définition d'une perception directe? C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, une cognition non erronée. Ça veut dire quoi, une cognition non erronée? C'est une cognition qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire que, par exemple, vous allez en montagne et vous mettez des lunettes bleutées et vous regardez la neige. Est-ce que l'apparence est erronée ou pas, l'apparence de neige bleue? Oui, exactement. Donc c'est ça que ça veut dire. Après, on ne parle pas de est-ce que vous adhérez à ça? Tiens, la neige est bleue.
Ça, c'est une cognition fausse. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. Mais vous savez très bien que la couleur de la neige est blanche. Mais vous mettez les lunettes bleues. Et donc, la neige apparaît comme étant de couleur bleue. C'est erroné. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce soit faux. Parce que vous savez très bien que la neige n'est pas bleue, que la couleur de la neige n'est pas bleue. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Ça, c'est une cognition erronée. C'est-à-dire que même si vous savez que ça ne correspond pas à la réalité, vous n'y adhérez pas, donc, mais ça continue d'apparaître. Ouais, ok, très bien. Et donc, la question se pose, si on a une cognition qui est erronée, est-ce qu'elle est erronée sur toute la plaque ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une cognition erronée, une distorsion, malgré tout, réaliser un objet? Ouais, réaliser que c'est de la neige. Vous savez que c'est de la neige. Ok. Donc, c'est-à-dire que même si ça apparaît comme étant bleu, vous savez que la neige est blanche. Ok. Donc, c'est erroné, mais il y a quelque chose de valide. La neige, vous savez que c'est de la neige. Très bien. Ok. Et une autre question se pose, c'est que est-ce que nos consciences, nos perceptions directes euh, non erronées pour les non-prasangika, réalisent aussi le mode d'être des choses? Ouais, ça veut dire que est-ce que la table apparaît à votre conscience visuelle? Est-ce que votre conscience visuelle se préoccupe aussi du mode d'être de la table? Donc si vous dites non, vous êtes prasangika. C'est chouette. Bah, on est plutôt content. Non, pas son guide. Prasangika, c'est génial. Ok, donc on va essayer de voir ça. Donc c'est un débat, soit tantrika, prasangika. Ok, très bien. Tu arrives à lire? Voilà. Très bien. Tu ris, on est. Les écoles soit tantrika et prasangika ne sont pas d'accord sur le sens de non erroné et sur le statut conventionnel des phénomènes. Ça va? Ouais, les deux écoles ne sont pas d'accord sur ce que veut dire non erroné, etc. Les deux écoles, par contre, s'accordent sur le fait qu'une perception directe doit être sans la distorsion des 4 types d'erreurs superficielles, telles que les conditions atmosphériques déformantes, les facultés sensorielles défectueuses, le mouvement, etc. Par exemple, vous êtes dans un train et le train d'à côté est en train de bouger. Et vous avez l'impression que c'est le vôtre qui est en train de bouger. Ça, c'est une cause d'erreur superficielle. Ouais, si vous regardez la route, quand il fait chaud, etc., vous voyez une flaque d'eau, un mirage, c'est une cause d'erreur superficielle. Une cause d'erreur profonde, c'est l'ignorance fondamentale. Là, il faut voir la distinction entre les deux. Ouais, très bien. Les deux écoles s'accordent sur le fait que les objets apparaissent aux consciences sensorielles comme s'ils existaient par leurs propres caractéristiques. Les deux écoles, soit tantrika et prasangika, sont d'accord pour dire que la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Les soit tantrika vont dire c'est non erroné, donc elle a une existence inhérente. Les prasangika vont dire c'est une apparence erronée, elle n'a pas d'existence inhérente. Rien que ça, c'est déjà une différence énorme. Ça vous parle? Les deux écoles sont d'accord pour dire que, par exemple, les deux écoles sont d'accord pour dire que si vous mettez des lunettes bleues, vous allez voir la neige de couleur bleue. Les swatantrika vont dire, puisque c'est non erroné, puisque c'est une image, hein, ils vont dire c'est non erroné, la couleur de la neige est bleue. Les prasangika vont dire, bah non, la couleur de la neige est blanche, elle n'est pas bleue. Même si elle apparaît comme étant bleue, elle n'est pas bleue. Donc, si vous appliquez cet exemple à l'apparence d'existence inhérente de la table apparaît comme existant de manière inhérente aux deux. Les swatantrika disent c'est juste. Les prasangika disent c'est erroné. Rien que ça, si vous comprenez ça, c'est déjà énorme. Eh bien, leur divergence sur ce qui constitue une perception non erronée tourne autour de ces deux questions. La première, est-ce que la cognition valide certifiant les objets sensoriels certifie aussi le mode d'être des objets? Il y en a qui sont prasangika ici, qui ont dit non. Exactement. Qu'est-ce que réalise la conscience visuelle quand elle voit une table? La table. La table. Elle ne se préoccupe pas du mode d'être de la table. Ce n'est pas sa vocation. Très bien. Par contre, les swatantrika disent oui. Les swatantrika disent la table apparaît comme existant de manière inhérente à une cognition non erronée, donc elle a une existence inhérente. Parce qu'ils pensent que cette cognition non erronée se préoccupe du mode d'être de la table. Or, ce n'est pas le cas. Ensuite, la cognition valide appréhendant les objets sensoriels peut-elle être erronée à propos du mode d'être des objets et malgré tout une cognition valide?
La question se pose, est-ce qu'au milieu de l'apparence semblable à l'illusion, est-ce qu'on peut avoir une cognition valide? Est-ce qu'on peut être en accord avec la réalité malgré tout? Exactement. Ça veut dire qu'en effet, hein, Si on a un bodhisattva du premier demi, une réalisé vacuité, on peut être dans le monde, mais savoir que c'est pas juste ce qui se passe autour de nous. Réaliser l'illusion, en ce moment. oui. En fait, ici, c'est même pas nécessairement ça. Ça veut dire que, par exemple, pour les prasangika, l'apparence d'existence inhérente de la table, elle est erronée. Ouais. Par contre, est-ce que ça nous empêche de réaliser que c'est une table? Non. Qu'est-ce que vous voyez? Une tasse. Est-ce que cette tasse vous apparaît comme si elle existait de manière inhérente? Si, Ouais. Votre chat est devenu éveillé entre-temps. Elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente, non? Ouais. mais on sait que c'est On faux. sait que c'est faux, donc on sait que c'est erroné. Mais est-ce qu'on réalise pas une tasse malgré tout? Même si elle donne l'impression d'exister de manière inhérente, malgré tout, c'est une apparence illusoire, mais on peut quand même réaliser la tasse qui apparaît de manière illusoire. Ouais, ça joue ou pas? Non? Ok, c'est peut-être too much, non? Ok. Oui, on a besoin d'une tasse pour boire du thé. Ok, très bien. Si c'est too much, laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ok. Oui, oui, oui. Cette apparence de la souffrance donne l'impression d'exister de manière inhérente. Cette souffrance donne l'impression d'exister de manière inhérente, mais n'a pas du tout d'existence inhérente. Constater la souffrance, c'est être en accord avec la réalité. On a une condition valide qui observe la souffrance, même si cette souffrance semble exister de manière inhérente, et que ça, c'est erroné. C'est erroné, mais pas faux. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Exactement. C'est erroné, mais pas faux. Par exemple, par, ouais, par exemple, vous regardez votre visage le matin dans le miroir. Est-ce que, euh, est-ce que vous allez brosser les dents qui se trouvent sur le reflet du miroir ou pas? Si t'es pas réveillé. Si t'es pas réveillé. Si on n'est pas réveillé, on va brosser, on voit notre visage dans le miroir, on va brosser. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord que si on faisait ça, ce serait une condition complètement à côté de la plaque? Tout le monde est d'accord. Maintenant, on ne fait pas ça. On brosse ses dents et on voit notre visage dans le miroir. C'est une apparence erronée parce que le reflet donne l'impression d'être notre visage, mais n'est pas notre visage. Vous êtes d'accord? Or, ce n'est pas faux, puisqu'on n'est pas en train de brosser le reflet sur le miroir. Ce n'est pas faux. On n'est pas à côté de la plaque. On certifie bien son objet, mais en passant par quelque chose d'erroné. Ça, c'est important. Ouais. Erroné, ça veut dire que c'est simplement au regard de l'apparence. Faux, ça veut dire c'est au regard de l'objet lui-même. Si je dis ça, si je dis cette table est un être vivant, c'est erroné ou faux? C'est faux. C'est complètement faux, ouais. Une table n'est erronée, c'est au regard de l'apparence. Faux, c'est au regard de l'objet lui-même, de l'objet qu'on est censé comprendre, l'objet vers lequel notre esprit s'oriente. Ouais, si on dit, tiens, ce visage dans le miroir n'est pas le mien, ou etc., etc., ou ce reflet est un visage, c'est faux. Ouais. Si par exemple on pense à nos chaussures, si l'image mentale qu'on a de nos chaussures, si on se dit, bah, cette image mentale, c'est mes chaussures, c'est faux. Mais si on ne se le dit pas et on pense à nos chaussures, le reflet donne l'impression d'être nos chaussures, mais n'est pas les chaussures. Donc c'est erroné, mais c'est pas faux. Erroné, c'est juste l'apparence. Ouais. Par exemple, dans les James Bond, etc., dans les films
d'espionnage, etc., où il y a toujours quelqu'un qui court après le méchant, et le méchant, il se cache à côté d'un miroir, et il tire dans le miroir, en étant persuadé que c'est la personne qui est là. C'est faux. Exactement. Si par exemple, il voit le reflet, par exemple, il y a une Mission Impossible à un moment donné où la copine de Ethan Hunt voit le méchant à travers un reflet, elle sait très bien que le reflet n'est pas le méchant. Elle ne va pas tirer dans le reflet, mais elle sait très bien que le méchant se trouve derrière. Là, c'est erroné, parce que le reflet n'est pas le méchant, mais donne l'impression d'être le méchant. Là, c'est erroné, mais c'est pas faux. Ouais, ça joue. Ça joue. Ouais, exactement. Et René, ça regarde. L'apparence. Mm. Faux, c'est au regard de l'objet qu'on est censé comprendre, l'objet vers lequel on se dirige, vers l'engagement. On l'appelle techniquement l'objet d'engagement. Bon, ça. Oui, on pourrait dire que pour les placements Gika, toutes nos consciences à nous sont erronées. Toutes, absolument toutes. Et en plus, certaines sont fausses. Quand on adhère à l'apparence. Par exemple, la tasse donne l'impression d'exister de manière inhérente. On ne la saisit pas nécessairement comme ça, mais si on adhérait à ça, on se dit, ah bah si, elle a une existence inhérente, c'est ma tasse à moi, de son propre côté, c'est une condition fausse, en plus d'être erronée. Ça, c'est très important, hein, de faire cette distinction. Donc, bien sûr, en général, quand on étudie le Prasangika, le Madhyamaka, etc., on a étudié beaucoup les écoles avant, on a étudié l'Oric, on a étudié tout ça. Donc, on sait très bien ce que veut dire une condition erronée, une condition fausse, etc. Là, pour vous, c'est un effort supplémentaire qu'il faut fournir. Mais normalement, dans la méthodologie, c'est acquis depuis longtemps. Donc là, ça passe tout seul. Mais si vous voyez que erroné, se regarde simplement l'apparence, ouais, l'apparence du côté de l'objet, et faux, c'est comment le sujet lui-même appréhende son objet de manière distordue, là, c'est faux. Ouais, si notre esprit s'engage de manière incorrecte vers son objet, il était censé le comprendre, et le comprendre de travers, c'est faux. Si on comprend ça, ça va. Ouais, très bien, bravo, c'est super, oh là là. Il faut y réfléchir, il faut y revenir, il faut essayer de voir comment ça fonctionne. Ouais. Ouais, dans plein de cas. Dans plein de cas, prendre plein d'exemples, etc., et de voir comment ça fonctionne. Mais si on comprend chez les placents Gika que toutes nos consciences à nous sont erronées, n'importe quelle cognition, sauf une réalisation directe de la vacuité, est erronée. Toute cognition, sauf la réalisation directe de la vacuité, est erronée. Même la conscience d'un Bouddha, qui appréhende une vérité conventionnelle, est erronée. Quand il appréhende une vérité conventionnelle au travers de notre perception à nous. Parce que selon sa propre perspective, il n'y a plus le voile cognitif. Ouais. Donc quand il voit une table à travers de notre perception à nous, c'est erroné. Mais si lui, il perçoit directement la table, il n'y a plus l'apparence distordue. Donc c'est plus erroné pour lui. Ouais. Mais pour les consciences d'un être, les consciences d'un non-Bouddha qui ne sont pas la réalisation directe de la vacuité, c'est nécessairement erroné. Toutes les consciences, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales, même conceptuelles. Ok. Eh bien, est-ce que ça va jusqu'à maintenant ou pas? Je affirme qu'il y a une relation inhérente entre le fait qu'une place ne soit jamais Oui. c'est ça qui est. C'est parce que pas tellement erroné, par les deux, et qui comprennent bien qu'une place n'est pas un animal. Pour les deux. Oui, c'est pas incorrect. Après, les placements anglicans ne diront jamais qu'il y a une relation inhérente entre être vivant et le phénomène, la base d'imputation. Les placements anglicans réfutent tout ce qui est inhérent. Oui, mais ils n'affirment pas non plus qu'une place pourrait devenir un animal. Non. Quand même, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui cloche. Qui coince. Ah, ok. Très bien. Ok, l'école SWOT Tantrika répond oui à la première question et non à la première, à la seconde, pardon. Oui à la première et non à la seconde.
Est-ce que la cognition valide certifiant les objets sensoriels certifie aussi le mode d'être des objets? Les Swatantrika disent oui. Votre conscience visuelle qui appréhende une table se préoccupe aussi du mode d'être de la table. Elle valide l'existence inhérente qui lui apparaît. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Donc, puisque la perception directe, pour eux, elle est non erronée. Si elle est non erronée, l'apparence d'existence inhérente n'est pas erronée. Elle est en accord avec la réalité. Et donc, l'existence inhérente est possible. Et on est dans ces caractéristiques. Oui, On exactement. va dans ces caractéristiques. Dans ses propres caractéristiques. Exactement. Ouais, ça vous parle? Si vraiment c'est un peu too much, on peut mettre ça de côté, non? Enfin, dans sa base d'imputation. Ouais, dans sa base d'imputation. Est-ce que ça va ou pas? Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Et donc, oui à la première et non à la seconde. La seconde, la cognition valide appréhendant les objets sensoriels peut-elle être erronée à propos du mode d'être des objets malgré tout une cognition valide? Non. Pour les swatantrika, si c'est erroné, ça peut pas être une cognition valide. Pour les prasangika, si c'est erroné, ça peut être une cognition valide. C'est même nécessairement. Si on étudie l'aurique du point de vue prasangika, toute cognition est nécessairement valide au regard de ce qui lui apparaît pour les prasangika. Ouais. Oui, en tout cas, reste logique par rapport à leur première ascension. Oui, parce que pour eux, la définition d'une paire. C'est la apparence d'une tête, suffit sur un. Oui, exactement. Tout à fait. Donc pour eux, c'est vraiment sur tout le tableau. Pour les Swatantrika, c'est sur tout le tableau. C'est-à-dire que la perception visuelle appréhende la table et appréhende le mode d'être inhérent de la table. Et comme elle est non erronée sur les deux. C'est-à-dire qu'elle est non erronée au regard de la table et elle est non erronée au regard de l'apparence d'existence inhérente de la table. Donc la table a une existence inhérente. C'est ça que ça veut dire. Ouais? Non? C'est compliqué? Non, je pour moi, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste parce que on a tellement d'empreintes prasangika que, en effet, c'est pas juste. Mais c'est pour expliquer comment les swatantrika, parce que souvent c'est en escalier. Ça veut dire que si on comprend un peu le swatantrika, on a des chances de comprendre le prasangika. C'est compliqué. Ok, donc en effet, c'est pas juste, mais c'est leur assertion à eux. Ouais. Quand une perception sensorielle appréhende un objet sensoriel, une table, elle certifie comme existant tout ce qui lui apparaît. Et ceci inclut la façon dont un objet sensoriel semble exister, c'est-à-dire son mode d'être inhérent. Ouais, ça veut dire que la perception visuelle, elle appréhende la table et le mode d'être inhérent de la table. Et comme elle est non erronée, elle valide tout ça. Elle dit, bah voilà, ça, la table existe de manière inhérente. Si vous comprenez ça, c'est super, parce qu'après, et en plus, si en plus vous n'êtes pas d'accord, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok. Être non erroné doit être envisagé en termes du package entier de l'apparence. Non seulement la table, mais en plus son mode d'être. Ouais, c'est une conscience est non erronée par rapport à un objet, elle est non erronée sur toute la ligne, l'être et le paraître. Comme la table donne l'impression d'exister de manière inhérente, et ben ça aussi c'est valide pour eux. Puisque la cognition est non erronée, elle valide tout ça. Elle dit, bah oui, la table a une existence inhérente. Et de manière spontanée, quand on n'a pas étudié le passant Guica, on est comme ça. On est parfaitement comme ça. On se dit, bah regardez, c'est la table. Ça, c'est une tasse. Ouais, c'est ma tasse à moi de manière inhérente, etc. Et donc, n'allez surtout pas me demander que je fasse quoi que ce soit tu vois, en dehors de cette tasse. OK. Très bien. C'est pourquoi la perception est non erronée concernant l'inhérence des objets qui lui apparaissent. Ouais. C'est pour cela que les Swatantrika maintiennent que conventionnellement, les objets existent par leurs propres caractéristiques, ouais, de manière inhérente. Autrement dit, quand l'objet imputé est cherché, quelque chose d'objectivement établi est trouvé. Si vous cherchez vraiment la table, vous devez trouver quelque chose. Et c'est pas ce qu'on fait d'étude. Quand on n'a pas étudié le Prasangika, si on nous demande, OK, c'est quoi vraiment une table, ben, on va dire quoi? Ben, c'est l'ensemble des parties. C'est comme ça qu'on réagit. On est soit tantrika fondamentalement, quand on a du bol. On peut être surtout Vaibhashika ou Sautantrika, mais on peut parfois être soit tantrika. Et les soit tantrika, ils sont pas si à côté de la plaque, parce que c'est comme ça que nous on réagit. On se dit, bah, c'est quoi une tasse? Bah, c'est l'ensemble de ses parties. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'ensemble de ses parties. Mais si la tasse était l'ensemble de ses parties, on devrait voir l'ensemble des parties quand on voit une tasse. C'est ça, c'est là où ça va pas.
Ok, bravo. Est-ce que ça va? Est-ce que ce qu'on a dit là, ça va ou pas? Bon, mais c'est une première lecture, hein, donc c'est pas grave s'il y a des choses qui nous échappent. L'école Prasangika répond non à la première question et oui à la seconde. C'était quoi la première question? C'était quoi la première question? Oui, pour les objets sensoriels, ouais. Est-ce qu'une cognition valide qui certifie des objets sensoriels certifie aussi le mode d'être des objets? Bravo, Jonathan. Et la seconde, c'est une cognition valide appréhendant des objets sensoriels peut-elle être erronée à propos du mode d'être tout en étant une cognition valide? Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est erronée sur toute la plaque? Ok, les Prasangika répondent non à la première question. C'était quoi la première question? Est-ce que, est-ce que quand vous voyez une table, votre conscience visuelle voit une table, est-ce que la conscience visuelle voit aussi le mode d'être de la table? C'est la première question, ça. Oui. Ouais, je fais exprès, ouais. Je fais exprès. Et en effet, non. Et les Prasangika disent non. Exactement. Oui, bravo. Ouais, je suis halluciné. Bravo. Et oui à la seconde. La seconde, c'était quoi? Oui, exactement. Est-ce qu'elle peut être erronée et valide? Si on parle d'une perception directe, parce que les Sautrantika, déjà, à la base, sont d'accord pour dire qu'une cognition peut être erronée et valide, une cognition inférentielle. Ouais, quand on étudie l'auric, une cognition inférentielle est nécessairement erronée, mais elle est valide. Ouais. OK. Mais là, c'est une perception directe. Ouais, une perception directe peut-elle être erronée et valide? Les Swatantrika disent non. Alors, en effet, c'est tout à fait ça. Pour les Sautrantika, par exemple, quand on étudie l'auric, si c'est une cognition non conceptuelle erronée, elle est nécessairement fausse. Parce que pour une cognition non conceptuelle, ce qui lui apparaît, c'est ça son objet d'engagement. Donc, si elle se trompe sur l'un, elle se trompe nécessairement sur l'autre. Mais ici, les Swatantrika, ils ont une vision très similaire. C'est-à-dire que pour eux, pour les Swatantrika, l'erreur de l'apparence d'existence véritable, etc., ne se manifeste jamais aux consciences sensorielles. C'est pour ça qu'ils parlent des consciences sensorielles ici. Parce que l'existence véritable se manifeste à la conscience mentale, pas aux consciences sensorielles. C'est pour ça qu'ils parlent de ça en particulier. Pour eux, non, les Swatantrika. Les Swatantrika, les Prasangika, l'erreur se manifeste à toutes nos consciences, puisqu'elles sont toutes erronées. Oui, oui, mais parce que là, pour les Svatantrika, la conscience directe peut percevoir le mode de fonction, le mode d'être. Pour les Swatantrika, exactement, la table est perçue par la conscience visuelle et son mode d'être d'existence inhérente se manifeste à la conscience visuelle. Et pour eux, c'est pas erroné. Et pourtant, tu viens de dire que pour les Svatantrika, c'est la conscience. L'erreur de l'existence véritable. Pour les Swatantrika, l'existence inhérente n'est pas une erreur, puisqu'ils l'acceptent. C'est l'existence véritable qui est une erreur. Et cette apparence distordue ne se manifeste qu'aux consciences mentales. Ah, c'est ça le hic. Oui. C'est pour ça qu'il parle d'une conscience sensorielle ici. Parce que pour les Swatantrika, une conscience sensorielle est nécessairement non erronée. Parce qu'elle est en accord avec la réalité. Elle est en accord avec la table et en accord avec le mode d'être inhérent de la table. Parce que pour eux, c'est valide. Pour les Prasangika, c'est que la conscience mentale qui peut percevoir le mode d'être. Exactement, c'est qu'une conscience rationnelle. Une conscience rationnelle, c'est une conscience qui se dirige vers l'ultime. Conceptuel, quoi. Alors, une conscience rationnelle n'est pas nécessairement conceptuelle. Ça peut être une réalisation yogique directe, c'est une cognition rationnelle. Rationnelle, rikshe, en tibétain, une cognition rationnelle, c'est une cognition qui se tourne vers l'ultime. Mais c'est quelle conscience qui réalise ça? C'est quand même pas la conscience Mentale. Ben voilà. Oui, d'accord. Exactement. Alors que là, on parle de la conscience sensorielle directe, Oui. qui réalise rien du tout. Pour qui? Ben en vrai, quoi. Ok. Donc, une conscience sensorielle, elle réalise. Le fait que tu captes le truc, c'est tout. Le mode de fonctionnement, elle ne peut pas le concevoir, se poser des questions et tout ça. Oui, alors ça dépend, parce que même pour les sauts antiquaires, une conscience visuelle qui voit du feu, elle réalise la fonction du feu. Si on a tellement l'habitude de voir du feu, visuellement, la conscience visuelle réalise la fonction du feu.
Ouais, pour les sautes en tout cas, même les plus basiques. Sérieux? À force de voir des serpents et qu'on a peur d'un serpent, etc., on peut voir un serpent tout de suite et réaliser que c'est quelque chose, un danger. C'est pas le mental qui réalise ça? Acharya Dharmakirti dit que même les consciences sensorielles peuvent être éduquées. Si une conscience sensorielle, c'est un ordinateur, c'est tac, une lumière, pas, puis ceci, quoi. Oui, mais grâce à l'habitude, à la familiarisation, Pour ça, c'est pas bizarre, hein. ça paraît bizarre. Mais en effet, à force d'être familiarisé avec du feu, le danger que représente le feu, dès que tu vois du feu, donc pour nous, non, mais un animal, oui. Un animal ne réfléchit pas, il ne se dit pas, un animal ne se dit pas que le feu est défini comme étant chaud et brûlant, etc. Mais sa conscience visuelle, tout de suite. Moi, je suis pas Alex, tu disais quoi? d'accord. Alors, si on dépasse le feu, tant qu'on ne s'est pas brûlé au feu, une conscience directe, tant qu'on ne s'est pas brûlé au feu et qu'il s'est passé dans notre conscience mentale, ah, le feu brûle, eh ben, on se brûle. N'importe quel animal, je sais pas, il se brûle Oui, la première fois. ok. Et puis, donc, c'est pas la conscience visuelle ou la conscience. Non, parce que c'est pas encore par la force de la familiarisation, c'est la première fois. La personne doit toucher le feu pour savoir que c'est chaud et brûlant. La conscience visuelle ne réalise pas chaud et brûlant d'abord. Parce que chaud et brûlant, qu'est-ce qui réalise chaud et brûlant? Une conscience tactile. Réalise chaud et brûlant, c'est pas la conscience mentale. C'est pas la conscience mentale. Alors la conscience mentale, elle peut le réaliser aussi. Hein? J'ai pas peut-être me brûler, savoir que c'est brûle. Oui. Exactement. La conscience mentale peut aussi réaliser ça. Mais qui a un contact direct d'abord en premier lieu avec le feu? La conscience tactile. Il y a des Parce expériences que le avec la feu, glace. nous, on voit la couleur du feu. On voit la couleur du feu. Mais la conscience visuelle ne peut pas réaliser chaud et brûlant. Ce qui réalise chaud et brûlant, c'est une conscience tactile. C'est le toucher. Ouais. Mais justement, des fois, si on est conditionné, tu vas te brûler, tu vas te brûler, tu vas te brûler, et on te fait toucher de la glace, ta conscience tactile sent du feu, enfin, il se brûle, puis tu as une cloque, alors que tu as touché de la glace. Exactement. Donc C'est ça, pour ça. c'est le mental qui fait ça, c'est pas le... C'est pour ça que même en débat, on dit ça. Même en débat, l'eau bouillante est chaude et brûlante. Donc c'est du feu. De l'eau bouillante, c'est du feu. Parce que c'est chaud et brûlant. Non, elle est chaude et brûlante. Mais elle n'est pas chaude et brûlante. Parce qu'elle n'est pas du feu. La glace, c'est pareil. D'une part, elle est chaude. D'autre part, elle n'est pas chaude. La glace est froide. Ouais. Et d'autre part, elle est brûlante. Donc elle n'est pas du feu. Mais elle peut. Parce que le feu pour la philosophie bouddhiste, c'est chaud et brûlant. Mais en science, c'est l'oxydation de radicaux libres. C'est ça la définition du feu, de la combustion en physique. L'oxydation de radicaux libres. Et donc, quand tu mets la main sur de la glace pendant longtemps, il y a une oxydation de radicaux libres. Donc, tu peux dire d'une certaine manière, c'est une forme de combustion, mais ça n'est pas une. C'est une forme de, euh, de menace par rapport à l'intégrité des cellules, d'une certaine manière. C'est pas une vraie combustion. La combustion, c'est quand c'est chaud. Non? Ok. Ouais. Donc, ça, c'est quand on fait les débats le jeudi soir. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Donc, c'est bien parce qu'il y a du temps qui est passé entre les questions et la réponse. Donc, la première question, c'était quoi? Toujours la même première question? Oui. C'était est-ce que le mode d'être aussi est réalisé par une conscience sensorielle? Est-ce que la conscience sensorielle se préoccupe du mode d'être de la table ou pas? Non, pour les Prasangika. Ouais. Oui à la seconde. C'est-à-dire que pour les consciences sensorielles, elles sont erronées par les Prasangika, mais elles sont valides. Exactement. Ça, c'est très important. Ouais, c'est une différence marquée entre les deux. Ouais, ça veut dire que oui, pour les Swatantrika, la tasse apparaît comme existant de manière inhérente et il y a une relation inhérente entre ce qui est conscient et le terme, l'imputation, être conscient, etc. Mais pour les Prasangika, ça c'est erroné, il n'y a pas de relation inhérente. Ok, donc si vous voulez, on peut voir la suite. Normalement, la suite, c'est pas si compliqué. Si vous avez vu déjà les premiers trucs, normalement, le reste, ça va tranquille. Ok, donc selon l'école Prasangika,
la perception sensorielle certifie la simple existence de l'objet sensoriel, de la table, ouais, la simple table, mais n'est pas compétente pour certifier le mode d'être d'un objet, puisque c'est une conscience sensorielle. Une conscience sensorielle n'a pas vocation à se préoccuper du mode d'être d'un truc. L'école Pasangika dit que ce n'est pas le job d'une conscience sensorielle de certifier la façon dont un objet sensoriel existe. La quête du mode d'être d'un objet sensoriel est le job d'une conscience rationnelle, non d'une conscience sensorielle. Une conscience rationnelle, c'est nécessairement une conscience mentale. Ouais. Rationnelle, ça veut dire rikshe. Rikshe, ça veut dire une conscience, une cognition rationnelle, ça veut dire une cognition qui se tourne vers l'ultime, qui analyse l'ultime ou qui réalise directement l'ultime, c'est des cognitions rationnelles. Ouais, ouais, rikshe. Aragiguri gasarik. Ouais. Ok, très bien. C'est pourquoi, même si la perception sensorielle est erronée, en ce sens que les objets apparaissent comme s'ils étaient établis par leurs propres caractéristiques, comme pour les Swatantrika, les deux écoles sont d'accord pour dire que ça apparaît comme si ça existait de manière inhérente. Ouais. Ceux qui ne sont pas pour les Pasangika, ouais, ils ne sont pas doués d'existence inhérente. La perception sensorielle, malgré tout, est une cognition valide certifiant le simple objet, la simple existence d'objet. Est-ce que vous avez vu une tasse? Oui. Exactement, c'est juste ça. Pour l'école Pasangika, il n'est pas contradictoire de dire d'une part que les phénomènes conventionnels sont établis validement parce qu'ils sont trouvés par une conscience conventionnelle valide, une conscience sensorielle en l'occurrence, et de dire d'autre part que les phénomènes sont introuvables lorsqu'ils sont soumis à l'analyse ultime. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que vous voyez un paysage de loin, vous le certifiez conventionnellement par une cognition valide conventionnelle. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est ce paysage, vous allez zoomer avec des jumelles, avec un télescope, vous allez zoomer, zoomer, zoomer. Est-ce que vous allez trouver le paysage? Non. Exactement. Les deux ne sont pas contradictoires. Ça veut dire qu'on peut très bien le trouver conventionnellement et ne pas le trouver ultimement. Ça joue pour les Pasangika. Ouais, ouais, ça joue. Ok, bravo. Wow. Quand une conscience sensorielle cherche et trouve un objet, elle cherche sans investigation ou analyse ultime. On pourrait même dire sans analyse du tout, parce qu'une conscience sensorielle n'analyse pas. Oui, conscience sensorielle est nécessairement... Alors après, pour les Sotrantika, il y a des débats entre perception directe et conscience sensorielle. Ils vont dire 4 possibilités. Mais ici, on pourrait dire, pourquoi pas, Sotrantika. Ouais, c'est 4 possibilités. Ceux d'avant, avant. Ceux qui ont étudié l'auric. Perception directe, conscience sensorielle, 4 possibilités. Très bien, très bien, très bien. Donc, quand une conscience sensorielle cherche et trouve un objet, elle cherche sans investigation ou analyse. Elle cherche l'objet, c'est tout. Vous voyez la tasse? Oui, très bien. Tout va bien. Quand vous pensez, où sont mes clés? Imaginons que vous êtes en retard et vous dites où sont mes clés. Et vous avez vos potes Madhyamika qui disent, mais tes clés n'existent pas dans leur base d'imputation. Est-ce que vous êtes content ou pas? Ou vous commencez à avoir les nerfs qui vrillent? Est-ce que vous êtes en retard? C'est pas ce que vous cherchez. C'est exact. Tu mets d'abord une tarte et après tu dis, mais c'est pas ce que je cherche mes clés, j'ai un rendez-vous urgent. Et l'autre, ah oui, mais est-ce que tes clés, elles sont une ou différentes de leur base d'imputation? C'est pas ça qui compte. C'est où sont mes clés. Ok, donc il ne faut pas se tromper d'analyse. Ouais. Il y a un exemple donné par Acharya Buddhapalita, où il y a deux pèlerins qui sont dans un temple et il y en a un qui dit, ah, ça c'est Maheshwara, et l'autre qui dit, ah non, ça c'est Shiva. Et puis un vieux renonçant qui arrive et il sait très bien que c'est que des dessins. Il va pas leur dire, bah, c'est que des dessins. C'est pas leur objet de, c'est pas leur truc. Eux, ils veulent savoir si ce dessin représente Maheshwara ou etc. etc. Et donc, il leur dit, bah oui, lui c'est bien Maheshwara et l'autre c'est l'autre. Comme ça, il ne ment pas. Il dit, il est en accord avec leur recherche. S'il disait, bah, de toute façon, les deux c'est des dessins, c'est pas des déités. Mais bien sûr, on avait déjà compris. Ok. Donc là, c'est je cherche où sont mes clés. Ouais, ok. Vous cherchez autour de vous et vous voyez soudainement vos clés, dans la meilleure des cas. Vous n'êtes pas en train d'analyser aussi la façon dont les clés existent en vous demandant les clés, le phénomène imputé, sont-elles exactement les mêmes que les parties ou la base d'imputation ou sont-elles complètement différentes? Vous êtes d'accord? Prochaine fois, vous chercherez vos clés, vous y repenserez. Exactement. Qui les a mises là? Ça,
C'est quelqu'un qui me les avait cachés. Ah, il me les avait cachés. Oui, exactement. C'est les mutants. Oui, le lutin. Exactement. Contrairement à cela, lors de l'analyse au moyen d'une conscience rationnelle, où là, vous avez le temps, votre rendez-vous s'est bien passé, vous êtes sur le coussin, vous vous demandez, mais en réalité, c'est quoi des clés? Là, c'est autre chose. Contrairement à cela, lors de l'analyse au moyen d'une conscience rationnelle quant à la façon dont un objet existe, quand l'objet désigné est cherché parmi ses bases de désignation, rien n'est trouvé comme étant l'objet désigné. Rien. Absolument rien. Exactement comme quand on voit une corde enroulée sur elle-même. Est-ce qu'il y a un serpent en lieu et place de la corde? Rien. Rien de l'objet observé ne correspond à un serpent. C'est exactement le même principe. Ok, donc ça c'est dans How to Read Classical Tibetan, volume 2, page 224. Ok. Bon, après, c'était juste une page 224. Est-ce que ça vous parle ou pas? Un peu? Un petit peu. On voit comment les choses nous apparaissent. Quand même. Donc ça, c'est bien. C'est cool. S'il y a ne serait-ce que 20% de tout ça qui est passé, c'est déjà énorme. Déjà énorme. Ok. Sur Internet, est-ce que ça va? Vous êtes sage? Oui, ça va, merci. Super. Merci. Oui, ça va aussi, mais comme on ne comprend pas ce qui se dit dans la salle, on perd. Oui, exactement. Il faudrait Ouais, c'est vraiment vrai. qu'il y ait un micro. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, idéalement, c'est d'être ensemble et dans la salle et d'être là, participer. Idéalement, c'est de profiter du groupe, mais, Tu euh, ne peux pas mais tout avoir l'idéal. ce serait toujours idéal. Ouais, ce serait super. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que oui, il y a eu beaucoup de choses très cohérentes qui ont été dites. Et en même temps, c'est bien aussi d'essayer quand on est chez soi, de se dire, mais qu'est-ce que moi je pourrais dire? Quelle réponse je pourrais donner? Ouais, donc ça, c'est très important de faire ce type d'investigation. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Euh, et de se dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que je pense ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait que je pense ça? Ouais, parce qu'on a spontanément l'esprit qui va aller vers la saisie d'existence inhérente. Ouais, spontanément. C'est-à-dire on veut et on doit trouver quelque chose si on cherche vraiment. Mais les Prasangika disent non, c'est impossible. Plus vous allez chercher, moins vous allez trouver. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher. C'est ce que dit, c'est ce que dit Acharya Chandrakirti. Les vérités conventionnelles ne sont pas vouées à être analysées. Ne sont pas vouées à être analysées ultimement. C'est ça que ça veut dire. Les vérités conventionnelles n'ont pas vocation à être analysées ultimement. Parce que si vous êtes constamment dans une recherche ultime, qu'est-ce que vous allez trouver? Est-ce que vous allez trouver un feu rouge? Est-ce que vous allez trouver une place de parking? Est-ce que vous allez trouver de quoi manger? Rien. Vous ne vous trouverez même pas vous-même. On ne peut rien trouver. Rien. On risque de tomber dans le nihilisme. C'est pourquoi, quand on dit une analyse ultime, elle se préoccupe de quoi? D'une existence ultime. Parce que, comme on l'a dit, si on met la simple tasse dans la machine à rayons X ultime, on ne la trouvera pas non plus. Parce qu'elle échappe au champ d'observation. Forcément, puisque l'analyse ultime, elle va au-delà de la simple apparence. Et la tasse n'est qu'une simple apparence. Donc, vu qu'on va au-delà de la simple apparence, la tasse échappe à notre champ sensoriel, à notre champ pas sensoriel, notre champ d'expérience. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est même pas elle-même trouvée à l'issue d'une analyse ultime. Elle n'est même pas observée par la machine à rayons X ultime. Et donc, le danger, c'est de se dire, bah, puisque la tasse, la simple tasse, ne peut pas être trouvée par l'analyse ultime, elle n'existe pas conventionnellement. Or, ça, c'est un danger, puisque si on la soumet à la machine à rayons X conventionnelle, est-ce qu'on va la trouver? Oui. On va la trouver. Donc, c'est pourquoi c'est une vérité conventionnelle. Oui, ça vous parle? Oui, ultimement, dans la vacuité.
Compagnie-là, zo met solo de Chine, etc. Compagnie-là, dans la vacuité. Exactement. C'est très important, ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien, c'est super. Excellent. Bravo, bravo. Et donc, c'est là où, justement, on tient toujours Vous voulez faire une pause, peut-être? Ok. On fait une petite pause et on revient dans 7 minutes. Ouais, merci, à tout de suite. Tu nous parles de la tasse d'un animal. Progress. Très bien, très bien. Donc, on aura vu beaucoup de choses hein, pendant 2 week-ends. C'est énorme, bien sûr. Ça peut jamais, jamais, jamais remplacer une étude personnelle sur le long terme, une étude comparée de textes classiques et des enseignements, une transmission de maîtres vivants, pleinement qualifiés, etc., etc. Ça, on ne peut pas faire d'impasse de toute façon. C'est juste une introduction. Ouais. OK, très bien. Et donc, il y a justement, comme on retrouve dans les textes, comme le grand Lamrim à la fin, et dans d'autres textes, le Tantun Chémo de Kelubje, on retrouve justement le fait de ne pas assez nier ou de trop nier. Ouais, vous savez que la voie médiane, justement, c'est le juste milieu entre trop nier et pas assez nier. Ça, c'est très important. Ouais, donc nier, N-I-E-R, pas N-I-A-I-S. C'est trouvé. Au bien, Jacques. Yeah. Ouais, ça s'appelle Nier. Nier. C'est qui? Jacques. C'est vrai. Tu l'as pas. C'est un étudiant qui vient ici. Ah, ok. Ah, qui s'appelle Nier. Ouais. Donc, pas trop Jacques, ni pas assez. Il n'est pas trop Jacques. Je ne connais pas Jacques. Il s'appelle Kowa. Nier. N-I-E-R. Nier. C'est donc. Hein? Nier. Ok. Moi, je dis Nier. Ah, grave. Ok, et donc justement, si on ne nie pas assez, quelles sont les conséquences? Si on ne réfute pas assez, si notre négation n'est pas assez forte, hein, on est dans l'absolutisme, exactement, ou dans l'éternalisme, etc. Vous êtes d'accord? Ouais, donc on conserve une certaine existence inhérente, absolue, indépendante, quelle qu'elle soit. Ouais, et si on réfute trop, qu'est-ce que ça engendre? Le nihilisme. Exactement. Ouais, donc c'est ça le danger, justement. Le danger, comme dit Ariana Nagarjuna dans le Ratnavali, il dit en effet, c'est mieux de commencer à être absolutiste. Ouais, il faut d'abord essayer de développer l'éthique, la concentration, la sagesse, etc. Et ensuite les moyens de justement éliminer la saisie du soi. Donc c'est pourquoi le Ratnavali d'ailleurs est fait par Ariana Nagarjuna est composé pour emmener vers les renaissances supérieures et ensuite vers la libération ultime. Ça, c'est magnifique, c'est très cohérent, très méthodologique. Et donc, quand on nie trop, on pourrait aller dans justement les Madhyamika n'affirment rien, il ne faut pas penser, on ne doit pas avoir de vue. Ouais. Par exemple, vous avez souvent assisté à des enseignements de Sainte Lama où il récite, avant d'enseigner, la dernière strophe du Madhyamaka Shastra, ouais, quand il dit Sarvadrishti Prahanaya Yaha Saddharma Vedeshayat Anukam Pamupadayatam Namasyami Gautamam. Quand tu sene sune Tawa Tanje Pawajir, Dambe Chuni Denze Bego Dandela Chatselo, ouais. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, enseigne le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues. On rajoute toutes les vues fausses. Parce que Sarvadrishti, ça veut dire toutes les vues. Mais on pourrait se dire, il ne faut pas avoir de vue. Il ne faut même pas avoir la vue de la vacuité. Ça, ce serait totalement horrible. Ouais, donc, c'est pourquoi, quand on a l'approche du Madhyamaka, on essaie de se dire, oui, on peut avoir une vue de la vacuité, mais pas réifier cette vue. Genre, ah oui, moi j'ai la vue de la vacuité, pas eux, etc. Et là, ça finit par tout le contraire. Ouais. Et on avait aussi mentionné le Vigraha Vartani où Ariana Nagarjuna dit, puisque je n'affirme rien, je ne suis pas sujet aux objections, etc. Ouais. Et dans l'hommage à la perfection de sagesse, où on dit Ma samgyum et shiraparochin, ouais. Ma ki mi ga nam ke mo ni sosoran rieje choyo wa tusunge we yon la chatselo. Je rends hommage à la mère de tous les des vainqueurs des 3 temps, qui est inconcevable et inexprimable.
inconcevable et inexprimable. Ça veut dire, bah, il ne faut pas chercher à penser la vacuité. Il ne faut pas chercher à enseigner la vacuité, puisqu'elle est au-delà de tout ça. Donc, on pourrait imaginer ça. Donc, c'est une erreur totale. C'est ce que dit la Tsongkhapa. Voilà un bref texte, pas aussi compliqué que ce qu'on a vu juste avant. Les Madhyamika n'affirment-ils rien? Si, comme expliqué auparavant, ceux qui prétendent que les Madhyamika n'ont aucune thèse, même conventionnellement, n'ont pas correctement identifié l'objet nié par la raison. Ceux qui analysent si les Madhyamika affirment quoi que ce soit doivent accepter qu'un Madhyamika est désigné comme étant quelqu'un qui détient la voie médiane. Parce que Madhyamaka, c'est le substantif, c'est la voie médiane. Madhyamika, c'est l'objectif, l'adjectif. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui est de la voie médiane ou qui appartient à la voie médiane ou qui prône la voie médiane, non? Si. Et donc, ils devront accepter qu'un Madhyamika comprend le sens de l'existence dépendante. C'est-à-dire qu'ultimement, pas même une particule n'existe, tandis que conventionnellement, tout est comme une illusion. Ouais, par exemple, si on lira tout à l'heure, j'imagine, le résumé du Lamrim à la fin du Lamatshepa, ou pas, non? C'est pour le Tsok, ouais. On verra qu'il y a une strophe qui dit que même s'il n'y a pas un seul atome d'existence inhérente, et malgré tout, il y a l'existence dépendante, les deux ne sont pas vus comme étant contradictoires, mais comme se tenant main dans la main. Puissais-je réaliser la vue de Ariana Arjuna? C'est exactement ce que dit, ou peu ou prou ce que dit cette strophe. Ok. Il y a donc quelque chose à affirmer. Ouais, l'existence dépendante. Le fait que tous les phénomènes sont semblables à l'illusion. Il y a quelque chose à affirmer. En outre, vous devez poser cela en réfutant les mauvaises assertions qui sont à l'opposé de ces positions. Ouais, quelqu'un qui dirait il n'y a pas d'existence dépendante ou il y a une existence indépendante, ça on doit le réfuter. Et on le réfute conventionnellement. Tout va bien. On ne le réfute pas ultimement, puisque ultimement rien ne peut être réfuté. Ouais, ça joue. Très bien. En outre, vous devez poser cela en réfutant les mauvaises assertions qui sont à l'opposé de ces positions, à savoir la croyance que les choses existent ultimement et la croyance qu'elles n'existent même pas conventionnellement. Ouais, l'existence ultime, c'est l'absolutisme. Ne pas exister conventionnellement, c'est le nihilisme. Et donc, on doit réfuter ces deux points de vue-là pour être dans la voie médiane. Sinon, comment être dans la voie médiane? Par conséquent, il y a une cognition valide qui connaît ce qui est prouvé et ce qui est réfuté. Et il y a un discours dans lequel les Madhyamika, en se fondant sur leurs propres connaissances, enseignent correctement aux autres. Ça, c'est très important. Ouais, c'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans le Lamrim Chenmo, volume 3, page 236-237. Ouais, tu vois le passage? Ok, c'est très important. Ouais. Sinon, en effet, on se dirait, bah, vu que tout est vide, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de réfutation, il n'y a pas de négation, etc., etc. Ça, c'est complètement à côté de la plaque, vous êtes d'accord? Ouais. Vu que tout est vide, tout est possible. C'est ce que dit Alana Garduna. Pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. Ouais, ça veut dire que la vacuité ne doit pas, si on veut vraiment être sur la voie médiane, la vacuité ne doit pas oblitérer la causalité. La vacuité ne doit pas oblitérer les vérités conventionnelles. Elle doit les impliquer. C'est très difficile. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Elle dit c'est le point le plus difficile. C'est pouvoir affirmer la causalité karmique en particulier, au sein même de la vacuité d'existence inhérente. Ça, c'est très important. Ouais. Si on arrive à faire ça, normalement, on échappe aux deux extrêmes. On réfute l'existence inhérente, mais on accepte l'existence conventionnelle. Les deux ne sont pas mises dos à dos. On doit vraiment voir que l'existence conventionnelle, c'est le sens même de l'absence d'existence ultime. L'absence d'existence ultime, c'est le sens même de l'existence conventionnelle. Ouais, ne pas exister de manière indépendante implique le fait d'exister de manière dépendante. Et exister de manière dépendante implique le fait de ne pas exister de manière indépendante. Ça, c'est les deux doivent vraiment se corroborer. Ouais. C'est très important. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, tout ce qu'on a vu?
Ouais, le karma, ben, c'est comme par exemple si on essaie de planter des choux, si les choux peuvent pousser, c'est justement parce qu'ils sont. Ouais, oui, oui. Dans le continuum de conscience, par exemple, imaginons que soudainement on se mette à penser à un truc, ça vient d'une graine, c'est une graine qui germe, non? Si par exemple la nuit on rêve d'un truc, paf, c'est une graine qui germe. Où était cette graine? Dans le bras. Lequel gauche, droit? Dans la conscience mentale? Non. Mm. Ouais. Oui, oui, ça dépend. Peut-être qu'il y a des graines qui sont dans les niveaux grossiers ou intermédiaires. Il y a des graines qui sont dans les niveaux subtils. Les graines karmiques sont nécessairement dans les niveaux subtils. Sinon, on les perdrait d'une vie à l'autre. Ouais, ouais, Si on remet en conscience, en fait, il y aura ces graines. oui, tout à fait. Ouais, ouais, nécessairement. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas perdus. Mais ouais, le karma ne se perd pas jamais. Sauf si on a réalisé la vérité, ça, il n'y a plus de karma. Là, en fait, les graines karmiques sont éliminées, mais les graines karmiques malsaines. Ouais, ce que dit Sasanté dans Samsara Nirvana and Buddha Nature, il dit que les graines karmiques malsaines sont éliminées par la réalisation directe de la vacuité, mais pas les graines karmiques saines. Et celles-ci, elles sont éliminées à un moment de l'éveil. C'est-à-dire qu'au moment de l'éveil, il n'y a même plus de graines karmiques, qu'elles soient saines ou malsaines. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la réalisation directe de la vacuité, elle supprime surtout les graines des afflictions. Ouais. Elle supprime les graines des afflictions. La toute première réalisation directe de la vacuité, elle élimine les afflictions acquises, le voile afflictif acquis. Et il n'y a que ça qui est un objet d'abandon de la voie de vision. Les objets d'abandon de la voie de la méditation sont les voiles afflictifs innés. Ça permet aussi dans les précédentes. À qui, en gros, Ben, oui. Si ça passe d'une vie à l'autre, c'est plus acquis. C'est de l'inné. Mm. Ça vient de l'inné. Oui, oui, exactement. Si ça passe d'une vie à l'autre, c'est plus acquis, c'est inné. Ouais. Et donc ça, c'est éliminé à partir de la voie de méditation. Ouais. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mm. Non. Ouais, ça veut dire que si c'est acquis, c'est pas nécessairement transformé en inné. Ça veut dire qu'il faut y revenir encore, encore et encore jusqu'à ce que ça engendre des graines très profondes. Mais l'acquis n'engendre pas nécessairement l'inné. Peut engendrer de l'inné, pas nécessairement. Parce que ça peut être une affliction très acquise, par exemple, tiens, j'ai le dernier iPhone et tout, regardez, ou non, et donc avoir de l'orgueil pour très acquis, pour très temporaire, pour juste un pauvre téléphone, etc. Et donc ça se manifeste comme ça. Mais ouais, est-ce que ça dépose des graines innées? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas assez renforcé. Si vraiment la personne a fait ça toute sa vie en se disant, oh, regardez-moi, j'ai le dernier iPhone et pas vous et tout. J'imagine qu'au bout d'un moment, oui, ça doit se transformer en inné. J'imagine. Ouais. Donc c'est important de voir qu'en effet, la causalité est impliquée par la vacuité. Ouais. Ça, c'est très, très important. Ouais.
On retrouve plein d'exemples comme ça, hein, dans le Lamson Namson, les trois aspects principaux de la voix, ou la Matson Kappa dit, quand on a compris que la vacuité se manifeste à travers la causalité, à ce moment-là, on n'est plus emporté par les vues saisissantes de l'extrême. Ouais. On dit qu'en effet, la vacuité doit impliquer la causalité karmique en particulier. Ça, c'est très important. Et même à Nagarjuna, dans le Bodhicitta Vivaranara, il dit ça, il dit que si la réalisation de l'incité ne tranche pas le continuum de la convention, de la vérité conventionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réalisé la vacuité, ça n'oblitère pas les vérités conventionnelles, ça les implique. Il dit même ensuite la convention et la vacuité elle-même, la vacuité et la convention. Il dit exactement comme en l'absence de l'une, il y a l'absence de l'autre, comme permanent et produit. Mais na mi jo nie pechir, j'ai dans mita jishino, j'ai dans mita jishino, comme produit et impermanent. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et donc les deux vérités ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Et après, à la strophe 88, quand il dit que quand quelqu'un a réalisé la vacuité de tous les phénomènes et se tient au karma, c'est plus merveilleux que merveilleux, plus exceptionnel qu'exceptionnel. Parce que justement, la vacuité implique la causalité karmique. Ne la mets pas de côté. Donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit, parce que sinon, on a tendance à sombrer vers le nihilisme. Mais en réalité, oui, la tasse existe justement parce que ça n'existe pas de manière inhérente. Si elle existait de manière inhérente, rien ne pourrait fonctionner. Elle ne pourrait pas être produite, elle ne pourrait pas dépendre de quoi que ce soit. Et donc, ça, ce serait impossible. Ouais. Oh là là, c'est merveilleux. La question, comment cette tasse se transforme en animal? Est-ce que cette tasse peut se transformer en animal? C'est comment Qui dirait oui, qui dirait non? Non. C'est comment ton raisonnement? Alors tu me posais la question, on n'a pas répondu. Mais une tasse ne peut jamais devenir un animal, ni pour Prasangika, ni pour Swatantrika. Non, 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 d'accord, mais on n'a pas réussi à trouver, vu que pour les Satantrika, ils en ont comment ils de façon inhérente. ça Oui. existe de façon inhérente. Le lien est inhérent entre une tasse et sa dénomination. Oui. Pas la même définition de l'existence de la tasse. Alors, existence véritable, oui, pour eux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que pour les Prasangika, existence véritable, ça reviendrait à parler d'existence inhérente. Ouais, existence de son propre côté, existence, ses propres caractéristiques. Existence sans dépendre d'une simple imputation conceptuelle. C'est ça que ça veut dire pour les Prasangika. Mais pour les Swatantrika, ce serait une existence ayant son propre mode d'être non commun sans être établie par une cognition non défectueuse. Ouais. Lo neme la noe shakpa maimbar, rangi tumo maimbe de lusujupa. C'est exactement ça. C'est établi selon son propre mode d'être non commun sans apparaître à une cognition non défectueuse sans avoir son propre mode d'être non commun sans dépendre de l'apparence à une cognition non défectueuse. Lo neme la nawe shaba maimba rangi tumo maimbe de lusujupa. Oui, avoir son propre mode d'être, être établi par son propre mode d'être non commun, sans être établi par la simple apparence à une cognition non défectueuse. Donc pour les Swatantrika, il faut que ce soit imputé par une conscience, n'importe laquelle, conscience non défectueuse. Oui, il faut que la tasse soit imputée par une conscience. Être imputé, ça ne veut pas dire être désigné pour eux, parce qu'une conscience visuelle ne désigne pas. Être imputé, ça veut dire être validé par une conscience non défectueuse. Ouais, c'est-à-dire que la conscience visuelle est non défectueuse, elle n'est pas hallucinée, elle n'est pas perturbée par l'obscurité, par le sommeil, etc. Elle est non défectueuse. Elle est en dehors de toutes ces causes d'erreurs superficielles. Et elle valide la tasse comme existant de manière inhérente. Parce qu'elle est non erronée. Et qu'elle est valide, elle est valide, non erronée, et elle se préoccupe du mode d'être de la tasse. Donc, il y a une tasse inhérente là, en dépendance d'une conscience non défectueuse. Si ce n'était pas en dépendance d'une conscience non défectueuse, ce serait une existence inhérente. Ultimement, ce serait l'existence véritable. Et ça, c'est pas possible. Ça veut dire que ça doit nécessairement dépendre d'une conscience. Mais c'est quand même très cohérent, non?
Puisque ça doit dépendre d'une conscience. Ça veut dire que, par exemple, la physique quantique, c'est quoi? C'est l'objet dépend du sujet qui l'appréhende. L'objet dépend du sujet qui l'appréhende. C'est-à-dire qu'en dépendance d'une mesure, ça devient une particule. Sans la mesure, c'est une onde. Ouais, donc, l'objet dépend du sujet qui l'appréhende. Donc, la plupart des écoles sont d'accord avec ça. Les Prasangika vont aller plus loin. Le sujet lui-même dépend de l'objet qu'il appréhende. C'est ça que les personnes qui répondent. Ouais. Là, si tu nous as dit, oui, mais les Satantika disent justement, dit qu'il y a un lien inhérent entre l'objet et l'imputation, c'est bien inhérent. Oui, Donc, qu'est-ce que répond un Prasangika, hein? que c'est pas inhérent. Oui, bon, ça, on s'en sans doute, Parce que rien n'existe de manière inhérente. mais c'est pas une preuve. Parce que si ça existait de manière inhérente, quelles seraient les conséquences? Ça ne pourrait pas exister. Et donc, le mobile, il existait de façon inhérente dans les scientifiques. Mowgli? Ouais. Mowgli. Parce que lui, parce qu'il a posé la question aussi. Tata, on peut parler de l'animal. Oui. Est-ce que Mowgli est un animal? C'est plutôt un être humain, non, dans les livres de la jungle? C'est le gars. Ah, Mogwai. Ouais. Ouais. Mogwai, c'est mon petit poussin. C'est même pas un chien, c'est mon petit poussin. Ouais. C'est un poussin. Oui. Bon, parce qu'on est bien. Pour les SWAT, en tout cas, oui. Donc, les façons du cas, ils diraient quoi? Les Prasangika, ils n'iront pas jusqu'à dire qu'on peut imputer tout comme étant n'importe quoi. Jamais ils diront qu'un animal est un non-animal. Ils diront que conventionnellement, l'existence conventionnelle, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment l'existence conventionnelle, comment est-ce qu'elle est démontrée par les Prasangika. Je crois que c'est dans le Grand Lamrim aussi, et c'est ce que dit la Tsongkhapa. Et il doit y avoir plusieurs cribles, il doit y avoir plusieurs tests pour qu'un phénomène existe conventionnellement. Il faut d'abord qu'il soit établi, qu'il soit communément reconnu par une condition valide. Ouais. Ensuite, il ne doit pas être remis en question par une autre condition valide, conventionnelle. Et qu'il ne soit pas non plus remis en question par une condition valide ultime. Si il passe ces trois tests, ce phénomène existe conventionnellement. Mais qui accepterait que, d'une manière communément acceptée, un animal serait une tasse? Ouais, c'est ça Personne. le problème. Ouais, parce que ce serait remis en question par une condition valide conventionnelle. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas jouer pour les personnes handicapées. Mais ça ne veut pas dire que cette relation entre le phénomène imputé et sa base d'imputation soit une relation inhérente. C'est juste que c'est une convention mondaine. On est tous d'accord pour dire qu'un animal, c'est un être conscient, c'est une personne, etc. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, Mogwai, c'est surtout un petit poussin. Oui, oui. Oui, on a des agrégats pendant le bardo, parce que ce sont des agrégats qui sont produits par le karma qui propulse la prochaine existence. Donc, il fait partie de la prochaine existence. Sauf pour le sans forme. Dans le sans forme, il n'y a pas de bardo. Ouais. Mais sinon, pour les autres renaissances, il y a un bardo normalement. Après, il y a des débats là-dessus. Est-ce que, il y en a qui disent oui, mais non. Il y a qu'un bardo pour ceux qui l'acceptent, mais normalement, non, il y a vraiment dans les abhidharma, etc., les prasangika, les tantras, on verra prochainement, dans les tantras, à part Kalachakra, qui lui ne transforme pas le bardo en corps illusoire, les tantras classiques, similaires à Goya Samaja, transforment la naissance, la mort et le bardo en les trois corps du Bouddha. Ouais, donc le bardo il est accepté dans toutes les écoles normalement. Et donc, dans ce bardo, il y a, c'est assez spécifique, hein, il y a plusieurs conditions. La personne est souvent effrayée, elle est dans le doute, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, si elle doit aller à gauche, à droite, etc. Elle est souvent poussée par la peur parce qu'elle entend des bruits très forts, très effrayants, etc. Et elle a toutes ses facultés spontanément. Ouais. Normalement, quand on meurt, on les perd progressivement. On perd d'abord la vue, ensuite l'audition, ensuite l'odorat, la conscience gustative, ensuite tactile. Mais dans le bardo, les consciences sensorielles adviennent en même temps, simultanément. Et c'est très, très utile de comprendre ce qui se passe dans le bardo parce que justement, pour le transformer en Sambhogakaya, on comprend à peu près les similitudes entre ça.
et le Sambhogakaya. On comprend qu'en réalité, le bardo, c'est juste l'état d'un être qui ne réalise pas ce que c'est en réalité. S'il le réalisait ce que c'est en réalité, il développerait le Sambhogakaya. Ce qu'a fait Lama Tsongkhapa exactement au Ganden Namche. Il a attendu de mourir pour pratiquer le yoga de l'union et obtenir, transformer le bardo en Sambhogakaya. C'est exactement ce qu'il a fait. Vu qu'il avait les vœux monastiques, il ne pouvait pas pratiquer certaines pratiques secrètes, et donc il les a pratiquées au cours du bardo, quand il avait perdu ses vœux monastiques, parce qu'on les perd à la mort. Sauf si on les rend, bien sûr. Mais sinon, on les perd à la mort. Ouais. Et donc, il n'avait plus ses vœux monastiques dans le bardo, donc il a pu pratiquer certains yogas spécifiques qui ont fait qu'il a transformé le bardo en Sambhogakaya. Mais si on ne le fait pas, bah, c'est rebelote. Alors, si on ne s'est pas entraîné au cours de son existence à pratiquer les 3 accords basiques, à pratiquer les tantras supérieurs, à faire les dissolutions, etc., il y a très peu de chances qu'au cours du bardo, il y ait l'occasion de le faire. Très peu de chance. Et normalement, en plus, les raisonnements septuples sont faits bien avant la pratique tantrique. C'est ce que dit Sasanté. Il dit si on essayait au cours de la phase de perfection, par exemple, dans les tantras supérieurs, si on essayait d'analyser de manière extrêmement discursive, etc., ça pourrait perturber la phase de perfection. C'est pourquoi il vaut mieux analyser avant et avoir une compréhension de la vacuité avant. Et comme ça, on peut employer cette sagesse de la vacuité dans la phase de perfection, et là, ça devient magique. Mais certains le font pour le yoga sans signe. Et ça, c'est dans les tantras basiques. Kriya, Charya, Yoga, ils n'ont pas les 2 phases de génération et de perfection. Ça n'existe que dans les tantras supérieurs. Pour les autres tantras, c'est yoga avec signe et yoga sans signe. Et dans le yoga sans signe, il peut y avoir une méditation analytique où il y a l'union de la clarté, de la profondeur, etc. Et ils peuvent obtenir une réalisation yogique à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah, pour une personne totalement basique, n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Ouais, Mais pas tous. rien. Ouais, exactement. Aucune possibilité. Ouais, tout à fait. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas autorisées à tout le monde, qu'on soit moine ou pas. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un de débutant comme moi essaie de faire une phase de perfection, eh ben, ce serait comme vouloir le parfum d'une fleur sans la fleur. C'est exactement ce que dit la Tsongkhapa dans le Magrim Chenmo, dans le grand traité des étapes tantriques. Il dit si vraiment on veut pratiquer la phase de perfection sans avoir notre diplôme de la phase de génération, c'est comme vouloir le parfum d'une fleur sans une fleur. On pourrait faire n'importe quoi. Parce que à ce moment-là, c'est plus facile. C'est plus facile pour quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie les yogas tantriques. Au moment de la mort, là, c'est l'occasion. Parce que la claire-lumière va nécessairement se manifester et il l'attend de pied ferme. Euh, Quelqu'un qui prie tard, pourra, voilà, au moment de mourir, voilà. Je sais pas, on va faire une séance de spiritisme pour lui poser la question. Ça doit être très beau, non? J'imagine, non? J'espère aussi, ouais. Non, on n'est pas fondamentaliste comme en disant oui, oui, non. Point de salut pour les non-boubous. Non, non, non. Hmm. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Bon, on a fini, alors on peut se poser tranquillement. On a terminé. C'était vraiment super. J'ai vraiment adoré, surtout les moments où on a essayé de réfléchir ensemble. C'était vraiment exceptionnel. Donc, merci vraiment, Jean-Paul, d'avoir accepté qu'on ait deux week-ends là-dessus pour prendre notre temps, pour pas que ce soit trop. Les choses qui sont un peu trop, laissez tomber, mais mettez ça de côté. C'est au moins des empreintes et un jour, espérons que on comprenne tout ça un peu mieux tous ensemble. Et donc, on peut vraiment dédier tous ces mérites immenses, les mérites grâce à votre motivation initiale et les mérites issus de la sagesse, la compréhension de la vacuité,
Donc, on peut les dédier à la longue vie et l'excellente santé de Sa Sainteté Dalai Lama, qui est comme un phare, comme un soleil dans ce monde, et pour le retour le plus rapide et le plus hum, propice à Lama Sopa Rinpoche pour que la FPMT puisse continuer d'être guidée dans les meilleures conditions et que tous les êtres voient l'aube des deux bodhicittas non duels se manifester au creux de leur cœur, que tous les conflits, toutes les catastrophes humanitaires, environnementales, toutes les guerres, tout ce qui est totalement has-been, c'est de la préhistoire, les guerres, les conflits, c'est de la préhistoire, il faut arrêter tout ça. Il faut éduquer à l'amour, la compassion, à la lucidité, il faut éduquer au bon cœur, au bon sens, à la bonne humeur. C'est très, très important. Et pour que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Euh, donc, on se joue particulier de la super part. Oui. C'était vraiment, je trouve, très propice pouvoir recevoir ces enseignements vraiment sur la culture. Moi, je pense souvent à ce que la Mazopa Rinpoche nous disait, quelquefois au repas, il nous disait que simplement le fait d'entendre le mot vacuité déjà, ça a un effet. Donc, en plus, si on reçoit un enseignement, toujours avec toi. Je pense que c'est un peu ton intérêt restreint, j'ai l'impression. Donc, les personnes autistes, ils ont un intérêt restreint. Ils ont un intérêt qui reste souvent, ça les aide en fait, ça leur permet quelquefois d'arriver à pouvoir vivre dans une société. En fait. Je pense toujours qu'on va les sortir de leur intérêt restreint, mais en fait, ils sont bien, donc autant les laisser si ça leur permet d'aller bien. J'ai l'impression que la vacuité, c'est quelque chose qui ça fait du bien. Du fait que ça fait du bien, ça nous fait du bien. Donc, je te remercie vraiment. Hein. Je vais transmettre la donation du mois passé, Merci, parce qu'il y a toujours un peu de décalage. Et en plus, aussi par rapport à Genève. Parce que, ah oui, merci, c'est gentil. Et puis, je profite aussi d'offrir à Lausanne, en plus, l'opportunité quand même que Lausanne soit de nouveau avec nous. Une personne ordonnée, ce qui n'est pas négligeable aussi en ce jour de la Nation. Et, mais pas seulement. Hein. Et puis, voilà, je reçois des donations, enfin, des groupes reçoivent des donations quand tu fais suite aux guidances, des pratiques que tu fais avec amour, où que tu sois. Donc voilà. Merci. Et puis voilà. Et puis le prochain rendez-vous, c'est le 9 janvier, sous demande express de Nathalie Max. Le 9 janvier, nous avons une nuit à Tara pour célébrer d'une certaine manière cette amie, cette étudiante qui est toujours, où qu'elle soit, Alice Monod, qui s'en est allée de cette vie, en tout cas. Puis on va faire cette nuit à Tara. Donc vous êtes les bienvenus, hein, on fait 4 sessions, mais je vais mettre la semaine prochaine le détail dans le site. Et puis, vous êtes bienvenus même pour une session. C'est de 6 heures le soir jusqu'à 6 heures du matin. Je te regarde toi, Sébastien, parce que tu ne connais pas les autres, qui connaissent déjà. Ah, vous êtes... Voilà. Ouais. Donc, vous êtes bienvenus si vous le souhaitez. Et il y a des pauses. Hein. Oui, il y a des... Oui, la première, c'est 2h30, parce qu'il y a tout le monde préparatoire pour le temps du gaiement, mais autrement, c'est dans les 2 heures, un peu moins. On fait, plus qu'on vieillit, tu sais, plus qu'on fait les louanges courtes. On fait 21. Donc, ça dépend un peu qui est là. Normalement, on fait 7 longues, et puis 14. Comme ça, tout le monde revient la prochaine fois. Oui. Et puis, le prochain rendez-vous avec Jimpa, donc ça sera pour les tantras. Oui. Alex est déjà en train de préparer d'ailleurs. Hein, c'est un sujet qui. Bon, pas seulement toi, hein. On va t'en réjouir aussi. Hein.
Donc, on a deux week-ends très contrats. Ah non, on s'en est au deuxième. Voilà, c'est le deuxième. Donc, c'est le 31 janvier et le 1er février. Et puis le suivant, ça sera en mars, le 7 et 8 mars. Tac. Voilà, ça fait rien. Ben, ça fait rien. Ça fait rien. Le 7 et 8 mars, on aura les contrats. Non, parce qu'après, il y a le meeting de la Matson-Kappa, un meeting européen à la Matson-Kappa, du 13 au 15 mars. Ouais, c'est l'Institut de la Matson-Kappa. Je suis pas sûr parce que je dois. Je suis pas sûr. Je crois qu'on avait déjà vu que c'était Ouais, peut-être non, pas possible. ouais. Voilà. Et moi, ça y est, j'ai accepté des dates de traduction, etc. Donc, Ouais. Exactement, aussi. Tout à fait. Absolument, c'est pas. À mon avis, c'est autant essentiel de venir là que là-bas. Donc, on verra comment on peut s'organiser, mais on va mettre la priorité ici. Pour ceux qui sont intéressés au tantra, hein, bien sûr. Oui. Ouais, exactement. Donc voilà. Et puis, donc, tout à l'heure, à 4h05 ou 4h, il y a donc, un autre centre FPMT de Suisse fête ses 10 ans. Donc, on va se mettre en relation, il y a 200, on va se mettre en relation en Zoom avec eux. C'est aussi important de les féliciter aussi par rapport au fait qu'ils existent depuis 10 ans. L'année prochaine, on existera depuis 20 ans. Donc, on va certainement vivre quelque chose aussi ici. Entre autres, il y aura un concert de Pierre et de sa guitare. Et puis, il y a voilà, une trompette avec Alex. Sébastien aussi. Ah, Sébastien? Mais pourquoi pas? Et puis, dis-moi qu'il vient avec sa guitare électrique. Oui, bravo. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Enfin, on verra, on en parlera, on parlera plus. Donc, on va se réorganiser. Il me semble que toi, tu as besoin on met la télé ici, toi, tu restes assis. Merci Maria, à bientôt. Ouais. Non, on va mettre la télé On comme va ça. couper. À bientôt, merci pour tout.